Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 170e édition qui va être consacrée au passage du magazine Vanity Fair en coulisses du film The Rise of Skywalker, donc l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Je suis Danny et pour discuter ce soir de toutes les nouvelles informations qu'on a eues, des infos officielles d'ailleurs, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Danny. Et de Julien. Bonsoir Julien. Salut Danny. Donc, on va commencer par toi. Quoi de neuf côté geek et Star Wars? Bah écoute, Danny, pas grand chose depuis le dernier épisode. Étant donné que je prépare mon déménagement, je suis plus en train de revoir ma vie passer devant les yeux, puisque c'est l'occasion, quand tu déménages, de revoir toute ta collection finalement dans tes mains, que tu nettoies, t'enlèves la poussière, que tu mets dans la boîte. Donc je revois toute ma collection qui repasse devant mes yeux, direction mon futur chez moi dans un mois. Donc c'est plutôt ça qui m'occupe en ce moment. C'est quand même intéressant comme point de vue, parce que tu revois tes trucs Star Wars. Et puis tu sais, on dit toujours qu'une collection, ça évolue avec le temps, avec ta vie, avec ces choses-là. Et c'est au plus l'occasion de te dire, ok, cette pièce, est-ce que je veux encore la garder? Est-ce qu'elle a encore une valeur? Est-ce qu'elle me rappelle encore des souvenirs? Et puis tu as des pièces que tu prends dans ta main et tu te poses même pas la question parce que tu viens juste de prendre une baffe nostalgique, je te dirais. Donc c'est vraiment sympa. Cool. Toi Francis? Moi de mon côté, tout d'abord j'ai fini de travailler sur un petit projet personnel pour Star Wars en direct, donc une annonce à venir éventuellement de ce côté-là. Un petit truc bien sympathique que je bricolais dans mon coin. Ensuite, moi de la lecture de comics comme d'habitude. Ces temps-ci, on en a quand même des pas mauvais, je trouve, là, dans la série Age of Rebellion. On a Tarkin, entre autres, que j'ai bien aimé. Il y a Lando qui vient de sortir, là, qui est pas mauvais non plus. On a droit à un Lando qui est déjà administrateur de la Cité des Nuages. Donc jusqu'à maintenant, on avait toujours du contenu là, du avant. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Sinon, du revisionnage, ou en tout cas en français, de la série Résistance avec les enfants. Donc j'ai fini la première saison de Résistance, que j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, mais j'ai bien apprécié la deuxième partie de la première saison de cette série-là. Je trouve que c'est le fait que ça vienne coller avec l'épisode 7, là, puis qu'on revoit du point de vue d'autres personnages des moments de l'épisode 7, je trouve que c'est bien fun. C'est un beau crossover, ouais. Ouais, c'est ça. Je trouve que, moi, c'est ce qui me fait triper aussi dans Star Wars, là, les crossovers entre les différents médiums. Donc, Puis sinon, en dernier lieu, j'ai reçu aujourd'hui une commande outre-Atlantique de livres et de BD. Donc, j'ai commencé brièvement la lecture de Battlefront 2, l'Escouade Inferno. Livre que j'avais bien aimé en anglais, donc j'avais hâte de pouvoir consommer quelque chose. J'avais plus rien à me mettre sous la dent depuis un certain temps. Et je dis outre-Atlantique parce qu'avec 22 € de frais de port, toujours appréciable, parce qu'on se rappelle que Pocket Star Wars boude le Québec. D'ailleurs, tu parlais de Résistance. Aux auditeurs, on vous doit un épisode de Star Wars en direct série sur Résistance, la dernière moitié de la saison. Là. On n'a pas fait ça encore. Faudrait s'y mettre un peu. On a beaucoup de choses à faire, définitivement. Bon, pour ma part, mon WhatsApp, c'est que je montais un dossier de presse pour Star Wars en direct et puis j'ai commencé à compter la quantité d'épisodes qu'on avait parce que je voulais donner le chiffre exact. Puis depuis qu'on a séparé en plusieurs spin-offs, on peut plus seulement se fier à la numérotation de l'épisode régulier comme dans le passé. Dans le passé, on avait pas mal seulement notre épisode régulier, donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis on parlait de tous les sujets. Mais maintenant, c'est en différents spin-offs, donc c'est facile de perdre le compte. En plus, on a des épisodes en anglais qui sont archivés, donc j'ai fait le compte et je me suis rendu compte qu'on était rendu à 508 ou 509.
Et puis, on avait complètement outrepassé la célébration du 500e épisode, ou du moins une annonce du 500e, à part un mois plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça cette semaine. Mais en réalité, le 500e épisode était l'épisode que l'on a fait sur de Célébration Chicago, l'édition spéciale, quand on parlait de la bande-annonce d'épisode 9. Petite coïncidence, mais bon. Ça a bien tombé. Mais c'était notre 500e, tout épisode confondu, incluant les spin-offs, les épisodes réguliers en français et nos épisodes archivés en anglais. Ici, j'inclus pas les lives qu'on a seulement fait sur Facebook, parce qu'ils sont pas numérotés, ils sont pas mis en podcast. C'est tous ceux qui ont été mis en audio seulement. Ben, audio et vidéo, mais il faut qu'il y ait une version audio pour qu'il soit compté, en fait. Tout simplement. Donc, c'est ça. On a fait 500. C'est impressionnant. Et depuis que tu as publié ça en ligne, j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Les gens sont impressionnés de la longévité de l'émission. Ouais, peut-être la longévité, parce que 500, quand tu distribues ça sur 18 ans, c'est pas énorme. Faut dire que dans l'histoire de Star Wars en direct, on n'était pas aussi régulier qu'on l'était maintenant. Quand on a commencé, c'était peut-être un épisode par mois, ou un épisode aux 2 semaines en français. Après ça, quand on est arrivé avec les épisodes en anglais, on en faisait un par semaine, puis on en faisait un par 2 semaines en français. On faisait plus d'épisodes en anglais que en français. Ensuite est devenue la période noire que nous, on appelle notre période noire de Star Wars en direct, qui était après l'épisode 3. Donc, il y avait un grand creux, il n'y avait plus de films de Star Wars, il y avait seulement la série Clone Wars. Donc, on a vraiment étiré la sauce. Je pense qu'il y a une année qu'on a fait 1 ou 2 épisodes seulement dans l'année complète. Donc, il y a des années qu'on n'a pratiquement rien fait. C'est pour ça qu'on, techniquement, si on faisait au rythme qu'on est présentement, donc 1 par semaine environ, on en ferait 52 par année. 52 x 18, faites le compte, on aurait beaucoup plus d'épisodes. Mais étant donné qu'il y a eu des périodes creuses, des périodes hautes, bien entendu, ça varie énormément. Il y a des podcasts qui ça fait seulement 5-6 ans qui existent, qui ont déjà 500 épisodes. Tout dépend vraiment de ton rythme. Mais quand même, il y a peu de podcasts qui se rendent à 500, point final. Souvent, les gens abandonnent avant. Là. Hey, Danny, quand même, 500 épisodes en 18 ans, c'est ça, hein? Oui. Ça fait 27 épisodes, 27-28 épisodes par an. Ça signifie que tu es à plus de 2 épisodes par mois en 18 ans. Ah, quand même, si on étire ouais. En 18 ans, tu as été capable, si on fait une moyenne, alors c'est une moyenne de brut, hein, c'est-à-dire, j'ai juste divisé, c'est-à-dire que tu sors 2 épisodes par mois pendant 18 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et dans le temps, les épisodes duraient 3 heures. Si tu veux, on peut les rééditer et les sortir, les couper. Non, mais je dirais maintenant, c'est 90 minutes la moyenne. Mais dans le temps, c'était 3 heures. Là. Enfin, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. J'en ai aucune idée. Ça peut être complètement débile, comme ça peut ralentir. C'est dur à dire. D'après moi, on va garder un rythme de croisière relativement comme on est présentement. Je pense pas qu'on va être capable de fournir plus, à moins d'avoir une capacité... Non, puis est-ce que les gens ont envie d'en avoir plus? Exactement. Moment, quand on sort un par semaine, ouais. Tu sais, je veux dire, un épisode de 1 heure par semaine qui parle que de Star Wars, les gens ont peut-être aussi envie d'avoir autre chose que d'entendre nos douces et délicates voix parler de Star Wars pendant 1 heure tout le temps. Je suis certain qu'il y en a qui en prendraient tous les jours quand ils sont dans les transports en commun ou en auto. Mais bon. Donc, on a quelques émissions récentes. Donc, on a le Star Wars en direct spoiler numéro 27 que Sébastien Gallano et Sylvain ont enregistré et où ils discutent des plus récentes fuites sur l'ascension de Skywalker. Mais je vous avertis immédiatement, même si vous suivez les spoilers, ils vous avertissent le long de l'épisode. La fin de l'épisode est consacrée à la fin du film. Et s'il y a moindrement quelque chose de vrai dans ces fuites-là, vous allez connaître la fin du film. Donc, même si vous suivez sporadiquement les spoilers ici et là, ceci peut être majeur. Donc, n'ayez aucun doute sur votre capacité d'être spoilé. Parce que si vous avez un seul doute, vous allez l'être spoilé dans votre tête.
Ensuite, on a aussi le Star Wars en direct 169, où est-ce que Sébastien Minot, cette fois-ci, Julien, moi-même, on a fait hommage à Peter Mayhew. On a lu des messages des fans, etc., suite à son décès il y a 2 semaines. Donc, je vous rappelle qu'on recrute toujours au Québec. Donc, allez sur Star Wars en direct /recrutement et remplissez le formulaire. On remercie nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction et le Space Trash Show. Sur ce, on s'en va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, on commence avec une nouvelle qu'on a annoncée hier, le 22 mai, sur notre page Facebook. C'est qu'on va enregistrer devant public au Festival Geek Culture de Lanaudière, petite convention sympathique familiale, le samedi 1er juin de 16h à 16h50. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer, on va vous faire une petite animation. En fait, on enregistre une émission spéciale, une édition spéciale sur place. On a discuté un peu du sujet qu'on va parler. On vous le dévoile pas ici, mais il va y avoir un enregistrement qui va être disponible probablement la semaine suivante. Donc, venez nous rencontrer. Allez sur la page Facebook de Festival Geek Culture de Lanaudière pour avoir les détails et l'horaire. Maintenant, Jean-François était supposé être avec nous ce soir. Donc, il y avait plein de nouvelles de gaming à discuter, mais je vais vous laisser aller sur notre page Facebook. Il y a énormément de choses sur Fantasy Flight Game, toutes sortes de sorties, d'annonces. Il y a aussi une nouvelle map pour Battlefront 2 qui est sortie. Je pense que c'est Camino, si je me trompe pas. Mais la grosse chose pour nous, surtout en Amérique, c'est que Donald Trump est en guerre commerciale avec la Chine et il s'impose des tarifs mutuellement, et une des industries qui est très affectée ou qui va l'être est le gaming. Donc tout ce qui est les jeux de miniatures, les jeux de table, tout ce qui est jeux de rôle, etc., qu'il y a énormément de choses produites en Chine, eh bien il va y avoir des tarifs de 25% et déjà certaines boutiques, etc., ont déjà monté les prix. Donc, est-ce que ça va tuer le gaming, ou du moins tout ce qui est des miniatures, des trucs qui sont produits à bas coût en Chine? C'est à voir. Ça serait dommage parce que c'est comme pour nous, je sais que moi, personnellement, je collectionne les miniatures, vous le savez tous. Toi, Julien, je pense que t'as arrêté, mais quand même, t'es un gamer à la base quand même. Donc, oui, mais les tarifs douaniers sont pour les États-Unis, donc peut-être que le Canada, on va être épargné, on verra. Peut-être, mais bon. Tu sais, c'est peut-être une super opportunité pour nos boutiques canadiennes, justement, d'aller vendre aux États-Unis. Ah, en effet. En fait, c'est plus sur ce qui est produit aux États-Unis, mais, tu sais, comment dire, parce que beaucoup de ce qui est vendu au Canada, mais est importé des États-Unis. C'est ça. Tu comprends? C'est pas parce que c'est produit à l'origine en Chine. Mais c'est ça, nous, notre importation canadienne, dans beaucoup de cas, dont je pense, en tout cas, les nouveaux jeux de plateau, etc., ça vient des États-Unis. Mais peut-être que, justement, ils vont le faire inversement, maintenant. Faudrait que les compagnies canadiennes aillent directement les chercher en Chine. On va dépêcher un reporter chez Fantasy Flight Game. Ouais, c'est ça. Enfin. Donc, c'était juste une petite nouvelle comme ça. Allez voir sur notre page Facebook, on a toutes les différentes nouvelles autant pour XO Miniature, aussi Légion, un nouveau guide RPG, etc. Vous avez les liens à cet endroit-là. Maintenant, on a eu quelques nouvelles. Quand même, ça fait quelques semaines déjà, mais on n'avait pas parlé vraiment dans un épisode. Donc, il y a des nouvelles par rapport au futur film de Star Wars, Francis. Ouais, ben quand même quelques-unes, tu sais, c'était c'était au statut de rumeur dans beaucoup de cas. Là, c'est officiel que Disney nous a sorti un calendrier de prochaines sorties de films. Donc, évidemment, après l'épisode 9, qu'on sait tous qui sort en décembre prochain. Donc, ensuite, ça va aller à 2022, 2024 et 2026, et toujours en décembre. Donc, je pense que ce qui a été conclu après l'aventure solo,
c'est de plutôt choisir la période des fêtes à celle de l'été. Donc, on sait que ça a beaucoup d'implications là, au niveau cinéma, au niveau le nombre de semaines que le film peut être à l'affiche, etc. Là. Mais bon, ça reste que Star Wars est très vendeur aussi en termes de produits dérivés. Donc, c'est sûr que la période des fêtes... Puis c'est le fait de créer l'événement aussi, je pense. L'été, t'as tous les autres méga blockbusters là, dont le seul but aussi est de rouler tout l'été. Fait que non, personnellement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Par contre, on remarquera aussi que c'est j'ai juste le terme anglais en tête, là, mais c'est des périodes de 2 ans entre chaque qui nous est annoncé. Donc, on réduit le rythme un peu là, qu'on avait depuis 2015. Ce qui est correct vu qu'il y a des séries télé. Ouais, c'est ça. C'est sûr que la grosse nouveauté, c'est ça. C'est les séries télé toutes les semaines, puis de calibre aussi. Parce que on avait déjà les séries animées, mais c'était soit les plus jeunes ou soit les fans hardcore comme nous autres qui les suivaient. Tandis que là, ça va être, à mon avis, dans le même genre que les Marvel sur Netflix. Là, vraiment, ça va aller chercher un public presque aussi large que les films. Donc, non, c'est ça. Par contre, j'ai vu plein de choses circuler dans les derniers jours. C'est pas parce qu'ils ont annoncé 3 dates de films qu'ils ont annoncé qu'il y aura absolument rien d'autre entre ces films-là non plus. Ça, c'est les films... l'équivalent des épisodes numérotés, dans le fond. Là. Ouais, tu sais, puis ça reste, ça reste un calendrier provisoire, comme Marvel publie souvent à l'avance, puis déplace ses films par après. Là. Puis Star Wars aussi l'a fait, là, déplacer des films qui étaient censés être au printemps, puis qui ont été déplacés pour Noël. Ouais, mais je pense que ils ont réussi à créer un événement qui est le Star Wars de Noël. Ouais, parce que quand Solo est sorti, ça a perturbé beaucoup de gens en disant attends, il y a pas. Alors déjà, il y a Solo qui sort un peu quelques mois après la sortie de l'épisode 8. Donc déjà, là, les gens ont fait quoi? Encore un Star Wars? Mais c'est celui qui est déjà sorti, c'est vrai, ils étaient perdus. Et surtout, le Noël d'après, il n'y a pas eu de Star Wars. Et les gens étaient là, enfin, il n'y a pas de Star Wars cette année? Alors, parce que ça faisait 4 ans qu'ils avaient un Star Wars tous les ans. Donc ils ont quand même réussi à instaurer le Star Wars de Noël. Je pense que c'est une bonne idée de le mettre en décembre parce qu'il faut que ça reste l'événement, il faut que ça reste à la même date parce que il y a des gens qui, moi j'avais des amis qui me disaient mais mince, c'était ma sortie familiale des fêtes d'aller voir le Star Wars, des choses comme ça. Donc je pense que c'est une bonne idée de les mettre. Et puis le fait de laisser 2 ans entre, ça va être chouette parce que ça va permettre de souffler, si on veut, hein, parce qu'avec les séries et tout ça. Par contre, effectivement, ils n'ont jamais dit que c'était une trilogie, ils n'ont jamais dit que... la seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'actuellement, ils ne travaillaient pas sur un spin-off. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté les spin-offs. Ça veut juste dire qu'ils ne travaillaient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont... toutes sortes d'affaires circuler dans les derniers mois. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont emballés en disant ils arrêtent les spin-offs. Non, ils ont juste dit qu'ils ne travaillaient pas sur un spin-off. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrêtés. Ouais, c'est ça. C'est pas interdit pour l'avenir. Voilà, puis ça se trouve, ils ne savent absolument pas ce que c'est 2026, le film. Ou c'est une trilogie qu'ils ont déjà annoncé, qu'ils vont placer là. On va savoir. Exact, c'est ça. Je vais enchaîner avec ça. C'était la première semaine de mai. Et le 14 mai, Bob Iger a confirmé que la première date, celle de 2022, c'est vraiment le début de la trilogie de Benioff et Weiss, les 2 gars de Game of Thrones. Maintenant qu'ils sont libérés là, de leurs obligations côté HBO. Mais c'est ça, il a précisé que c'est celle de 2022. Il a pas dit, OK, ça va être leur trilogie, ça va être celle-là, 22, 24, 26. Donc ça aussi, là, j'ai vu quelques articles là, qui mélangeaient un peu le tout. Moi, j'espère que ça se suit comme ça, parce que je peux pas imaginer qu'il intercalerait mettons qu'il y aurait la trilogie de Johnson qui embarquerait en même temps, que tu aurais 2022, c'est Benioff et Weiss, 2024, Johnson, 2026, Benioff et Weiss, ça serait tellement mêlant. Regarde, c'est sûr que ça fait des gaps de 4 ans de chaque. Regarde le délai qu'il y a eu entre Avenger et Avenger 2. Mais c'est juste qu'entre temps, tu as eu... alors, je suis pas un gros expert, donc je vais sûrement me tromper, je vais me faire huer, mais t'as eu des films entre... mais ça consolide un peu les Avengers. Dans le cas de Marvel, c'est que le tout reste chronologique tout le temps aussi. Oui. Chaque film qui est sorti, c'est toujours... évidemment, il y a l'exception là, de Captain Marvel qui se passait dans les années 90 plus récemment.
Mais normalement, c'est ça, chaque film était quand même une suite chronologique au précédent. Là, moi aussi, mais tu parce pourrais que faire c'est... pareil, hein. Ben, oui. Tu places l'univers avec le 2022, 2024, c'est une espèce de spin-off, enfin pas d'histoire à côté. 2026, tu reviens sur l'histoire principale. Enfin, c'est pas improbable, hein. C'est pas improbable. Tu sais, tu pourrais imaginer avoir sorti l'épisode 4 en 2022, Solo en 2024 et 2026, pof, t'arrives sur Empire Strike Back. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est précisé que c'est pas impossible. Soit la trilogie de Johnson qui s'intercalerait, ou en tout cas des spin-offs, comme tu dis. Moi, la trilogie de Johnson, un peu comme Danny disait, je trouve ça douteux. Puis tu sais, parce que déjà, les spin-offs, tout le monde a constaté que ça mélangeait les gens en termes de continuité, là, en termes de timeline. Même si, personnellement, Rogue One va rester mon favori, là. Mais ça reste que, tu sais, à combien de gens est-ce que vous avez expliqué chacun d'entre vous que Rogue One, c'était pas la suite du 7? Ouais, j'ai arrêté, moi. C'était pas l'épisode 8. Mais bon, là, c'est ça, avoir 2 timelines de Star Wars qui sortiraient en même temps ensuite, tu sais, que t'aurais vraiment 2 trilogies à part. Ils disent que c'est pas impossible. Personnellement, j'y crois pas du tout, mais bon. Moi, s'il y a 2 timelines différentes, que ce soit film et télé, tu sais, qu'ils sont pas en même temps, donc ça mêlera pas vraiment les gens. Il y a 2 médiums en tant que tels. Mais si je me fie, je crois que c'est dans l'article de Vanity Fair, le très très long article, je sais pas si c'est quand il interview J.J. Abrams ou Kathleen Kennedy, mais il y a un des deux qui dit avec Star Wars, on peut pas faire comme Marvel. Ils ont carrément dit ça dans l'article, donc je crois qu'ils iront pas dans l'avenue Marvel. Je pense que c'était Kennedy qui disait, puis en termes qui parlait de ça, c'était la réponse à une question en termes de respect des fans aussi. Il disait qu'il pouvait pas gérer la franchise comme moi, partir sur un autre personnage comme avec Marvel. Tu sais, qu'ils nous sortent, ok, bon ben là c'est Captain Marvel, là c'est Thor, là c'est ci, là c'est ça. Mais voir ça, écoute, c'est des choix, ça reste des choix financiers à mon avis pas mal plus là, qu'autre chose. Dernier point que j'ai trouvé super intéressant là, dans les infos que Bob Iger a coulé un peu là, a disséminé, c'est le fait que il confirme, en fait, au conditionnel, donc il précise que 3 séries télé devraient, au conditionnel, nous arriver avant le prochain Star Wars de 2022. Donc, entre décembre 2019 et décembre 2022, on devrait avoir 3 séries télé, donc... Live action. Donc, incluant The Mandalorian, incluant celle qu'on connaît aussi déjà sur Cassian Andor, que, si je me trompe pas, ils vont commencer à filmer l'année prochaine. Et, bon, ça nous laisse une case libre en termes de séries télé pour une 3e qu'on n'est pas encore au courant. Obi-Wan. Ben, ça aussi, il y a une forte rumeur du côté d'Obi-Wan, mais bon, ça aussi, j'ai bien hâte de voir. Ce serait du gros fanservice, ça aussi. Ouais. Je pense qu'ils vont faire du fanservice avec les séries télé. Fait que c'est pas mal ça côté futur film. Mais il y avait aussi une rumeur qui est sortie aujourd'hui, je crois, par rapport avec un ancien jeu vidéo. Ouais, ben c'est ça, on reste dans mais là, c'est ça, c'est moins en termes d'annonce officielle que de rumeurs. C'est BuzzFeed News qui aurait eu comme info, selon apparemment 3 sources proches du projet de Benioff et Weiss. Les 2 gars de Game of Thrones, leur trilogie serait bel et bien, comme la rumeur l'a dit depuis longtemps, sur la période de Night of the Old Republic, donc de Kotor. Écoute, je les connais pas leurs 3 sources. J'ai beaucoup de mal à y croire. Mais dans les petits détails, on peut préciser que ce serait l'auteur bon, là aussi, c'est un nom Laeta Kalogridis. C'est celle qui a travaillé sur Avatar, et le premier Avatar, et sur Shutter Island, un excellent film avec DiCaprio, si je ne me trompe pas. Donc, c'est elle qui serait sur l'écriture de ce film-là. Ça précisait aussi au niveau personnage, je suis en train de chercher les noms, mais ça suivrait probablement là, certains personnages qu'on a déjà vus, dont Darth Revan, un des favoris quand même là,
dans le fandom de Star Wars. Et donc il reviendra canonique. Ouais, avec les 3 personnages principaux, t'as Bastila Shan, je crois, Dark Raven et quel était le 3e? Dark Malak. Exact. Et voilà. Donc, mais c'est ça, je continue de douter fortement, mais bon, je sais que ce serait le souhait en tout cas de beaucoup. Quand on se promène un petit peu sur les forums, sur Facebook, etc., KOTOR est extrêmement populaire là, encore aujourd'hui. Tout le monde me dit que ce jeu est incroyable et j'ai honte de dire que j'ai jamais joué à KOTOR 1 ni 2. Moi non plus, Danny. Au moins, on sera 2 à se faire lancer des tomates. Là. Ouais, c'est ça. Bon, Julien est en train de rager dans son coin. Là, moi j'ai quitté la pièce. Moi. Ben, c'est ça, insulte totale. Je ne peux plus animer avec vous. C'est inadmissible. Excellent. Bon, on parlait de vieillir, Julien. Quel beau lien, n'est-ce pas, avec le prochain sujet qui est qu'on a... Les 20 ans de la menace fantôme. Ouh! Oui, et je te remercie, Danny, de me donner l'opportunité de parler des 20 ans de la menace fantôme. Parce que pour moi, même si je sais que c'est un film très décrié, c'est un film qui est très très profond, ancré dans mon cœur et que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à comprendre pourquoi il est aussi peu aimé. Mais en tout cas, effectivement, on a officiellement passé les 20 ans de la menace fantôme, qui était le film qui est sorti en 99 pour rappel, puisque nous sommes en 2019, et qui a finalement relancé la machine Star Wars pendant plusieurs années avec les films qui ont suivi. Et pourquoi moi ce film il est assez ancré dans mon cœur? Parce que c'est tout simplement le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma. C'est aussi la première fois que j'avais toute cette batterie, on va dire médiatique. Si tu veux, cette batterie médiatique Star Wars qui m'a submergé. J'avais aussi l'âge à ce moment-là, en 99, j'avais 14 ans. Donc j'avais l'âge d'être réceptif à toute cette batterie médiatique, à voir tous ces produits dérivés, les sucettes, les bonbons, les paquets de je sais pas quoi, de n'importe quoi là qui était estampillé Star Wars avec cette attente. J'étais abonné au Lucasfilm Magazine, donc j'avais toutes ces photos qui arrivaient. Enfin, c'était ce film que j'ai vu, puis je l'ai vu c'est le tout premier film de toute ma vie que j'ai vu. Alors pas en avant-première parce que j'étais trop jeune pour ça, mais j'étais le voir en première. Donc c'était en France à l'époque. En France, on était mal aimés. On était un des derniers pays à avoir la menace fantôme, puisqu'à l'époque, pour rappel, c'était pas des sorties mondiales, c'était des sorties au compte-gouttes. Et la France, eh ben, on était parmi les derniers. On a même des pays plutôt du Moyen-Orient chez qui c'était sorti avant nous, et c'était extrêmement frustrant de savoir que tout ce monde-là avait vu Star Wars avant nous. Il y avait des gens qui avaient eu d'ailleurs des copies à l'époque sur VHS piratées, de versions américaines, des choses comme ça. Ça passait même sur, alors pour les Français, sur TF1, sur le journal télévisé de TF1, où il y avait eu des reportages de gens avec des masques Star Wars qui regardaient le film pour pas qu'on les reconnaisse parce qu'ils avaient eu des versions piratées de VHS. Enfin, c'était exceptionnel. Mais maintenant, c'est l'inverse. Hein? C'est la France qui ont les films avant tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis je suis plus en France. Quel drôle. Tu t'es fait avoir là. Quel drôle d'histoire. Non, mais c'était quelque chose, hein, parce que c'est aussi, on avait eu George Lucas qui était venu dans un des magasins. Alors en France, ça s'appelle la Fnac, qui était venu justement faire une conférence de presse à la Fnac de Paris, et c'était rediffusé dans toutes les Fnac de France. Non. Et j'avais été, à l'époque, j'étais à la Fnac de Strasbourg, je voyais George Lucas, alors c'était en vidéo, mais c'était en direct en même temps, c'était à une époque où YouTube était pas vraiment là. Donc non, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, c'est un vrai morceau de ma vie à moi, que j'ai chèrement dans mon cœur, et savoir que ça fait déjà 20 ans, ça me fait mal, parce que j'ai encore des bricoles que j'avais achetées à l'époque qui font partie de cette collection, justement, que je dépoussière pour mettre dans des cartons. Et donc voilà, j'en parle avec un grand sourire parce que c'était un gros moment pour moi, et j'en suis très content que tu m'aies donné l'opportunité d'essayer de redorer le blason de La Menace Fantôme, qui est un film qui est pas si mal, les gens, avec des super effets spéciaux, une musique extraordinaire, une course de potes dingo, combat de sabre laser avec un super méchant, enfin bref, il y a plein de trucs cool. Toi, Francis, un petit souvenir de La Menace Fantôme quand ça a sorti?
Ben écoute, moi aussi j'étais assez jeune. Par contre, c'était pas mes premiers au cinéma parce que j'étais déjà un fan fini avant ça depuis l'enfance. Et j'étais allé voir, évidemment j'étais trop jeune par contre dans les années 80. Et j'étais allé voir quand il avait ressorti en 1997, si je me trompe pas, pour les 30 ans, quelque chose comme ça. Mais bref, il y a les rééditions là, avec des ajouts de scènes et tous les scandales que ça avait provoqué, entre autres sur qui a tiré en premier, Antan et Grido. Oui. Mais ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il était sorti à 1 mois d'intervalle chaque. Mais pour revenir sur la menace fantôme, c'est un film qui avait quand même déçu un peu à sa sortie et que je pense la jeune génération, plus jeune que nous encore, l'a, comment dire, racheté. Puis là, t'as plein de gens qui, en ce moment, bâchent sur la postlogie, ouais. Puis qui... Tu sais, que tout à coup, on dirait que la prélogie est devenue bien cool, là. Puis, alors que il y a pas si longtemps, c'était tout est numérique, tout est ici. En plus, il y a énormément de fausseté galvaudée là, par rapport à la prélogie. Entre autres, justement, sur le fait que c'était beaucoup trop CGI, tout ça. Je suis parfaitement d'accord qu'il y avait énormément de CGI. Par contre, il y avait énormément d'effets pratiques aussi, là, ceux qui ont regardé toutes les making-of et compagnie. Là. Moi, ça m'impressionnait l'énormité de certaines maquettes, là, ou c'est... Moi, ce qui m'avait marqué... Ils ont fait plus de maquettes pour la postlogie que pour la trilogie originale. Ça a été en termes de nombre et de quantité, enfin en termes de nombre et de grosseur, etc. Il y a eu plus de modèles réduits et de scènes tournées avec les modèles réduits pour la prélogie, pardon. Ben moi, d'un souvenir, ce que je me souviens aussi, c'est que bon, à part le fait que j'avais vu E.T. dans le coin de l'écran, là, ça c'était marqué un peu là. Et là, tout le monde qui l'avait vu s'ostinait avec ceux qui l'avaient pas vu. Puis là, c'était-tu vrai que E.T. était dans la menace fantôme ou pas? Mais bref, c'est sûr que ceux qui trouvent qu'avec la postlogie, on est éloigné des repères qu'on avait, etc. Là, en 99, là, c'était... Je veux dire, il n'y a plus un vaisseau qui se ressemble, il n'y a plus... Tu sais, on est dans une autre époque, on est dans une période de paix avant l'Empire, des Jedi, il y en a des milliers, etc., etc. On passe des combats entre Luke et Vador dans le Retour du Jedi à ceux de Qui-Gon avec Darth Maul puis Obi-Wan. Je veux dire, c'était révolutionnaire. Là. Par contre, pour revenir sur le CGI puis les retouches qu'il avait faites en 97, ben moi j'ai le coffret Blu-ray des 2 premières trilogies. Et pour ce qui est de la prélogie, pour ce qui est de l'épisode 1, je valide à 200% toutes les retouches qui ont été faites. Quand je regarde de quoi ça avait l'air en réalité avant ces retouches-là, je pense entre autres à la marionnette de Yoda, épisode 1. T'sais, à partir de quand ils ont fait l'épisode 2, c'est devenu un numérique. Ouais. Dans l'épisode 1, c'était une marionnette. C'est le genre de choses qui ont mal vieilli un peu. Si vous avez l'occasion, là, retournez voir sur YouTube là, les différences avant-après de l'épisode 1. Il y a quelques affaires c'est bien le fun, je pense, qui est retouché. En effet. Mais je partage l'avis à Julien, je trouve que c'était pas du tout un mauvais film. Les gens focus sur le négatif, mais je veux dire, au niveau musical, tu sais, Duel of the Fate, c'est merveilleux, le combat de Qui-Gon avec Maul. En tout cas, il y a tellement d'éléments que je trouve incroyables dans ce film-là. C'est un spectacle visuel que, bon, oui, il y a des petits côtés que j'aime moins, mais c'est le cas dans tous les films. Donc, des beaux souvenirs pour moi aussi. Un peu comme toi, dans mon cas, oui, j'ai vu les films originaux au cinéma quand j'étais jeune. Et avec le retour des romans en 91, j'avais recommencé à être vraiment dedans Star Wars. Et puis quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire l'épisode 1, c'est là que je me suis remis à... Le web commençait, c'est là que j'ai commencé à faire mon site web sur la littérature, Locron, que ça s'appelait à l'époque. Ensuite, siteclan.net. Et en 99, c'est là aussi que
mes premiers balbutiements d'idées de faire Star Wars en direct commençaient parce que j'écoutais le premier c'était même pas un podcast à l'époque, mais la première diffusion web d'une émission Star Wars qui était Jedi Talk. À l'époque, en 99, eux, ils étaient déjà là. Ils sont disparus 3 ans après. Ils sont pas restés longtemps. Mais ils ont été les premiers qui m'ont inspiré à faire Star Wars en direct à l'époque, en 2001. Mais déjà en 99, j'étais à fond dans Star Wars et en train de suivre tout ce qui se passait, les développements, les spoilers, etc. Comme plusieurs, j'ai lu le livre avant le film. J'ai eu la bande-annonce, pas la bande-annonce, mais le soundtrack avant. Je me suis fait spoiler parce que oui, je savais pas tout, mais j'ai écouté, j'ai vu la jaquette du CD avant de lire le roman et oui, j'ai été spoilé sur la mort de Qui-Gon, comme beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que je vais me souvenir le plus, c'est que c'était la première fois que j'allais au cinéma, à part les éditions spéciales, que j'allais au cinéma en tant qu'adulte. Parce que les autres fois, même le Retour du Jedi, j'étais un jeune ado, même pas ado, j'avais 12 ans, je crois, j'avais 12 ans pour l'épisode 6, le Retour du Jedi. Donc, pour la première fois que j'étais adulte, j'avais une vision, pour moi, juste avec la bande-annonce, j'étais hypé au max. Et puis, j'ai fait la file pour aller au film à minuit avec mon cousin, je m'en souviens encore. J'avais même mon sable laser de Qui-Gon Hasbro à l'époque, avant même d'avoir vu le film. Et j'ai attendu très longtemps avec mon cousin en file à Montréal. Et puis on est rentré. Et puis pendant l'attente, il y avait moi et un autre membre du public qui avait un sable laser. Fait qu'on a commencé à faire un duel devant l'écran avant que le film commence en attendant. Et là, la sécurité sont venus nous chercher et disaient, les gars, si vous voulez voir le film, allez vous rasseoir. Fait qu'on on a arrêté immédiatement, on voulait pas manquer ça. Donc, on s'était assis, on a vu le film à minuit. Mais en tant qu'adulte et en tant que quelqu'un qui a vu Star Wars là, comme énormément de fois, et quand je sais pas, en sortant, j'avais le sentiment que j'avais pas senti la même chose que quand j'étais jeune. C'était pas pareil. J'avais pas la nostalgie, j'avais rien. C'est peut-être ça qui m'a déçu un petit peu. Maintenant, je le revois avec du recul, c'est beaucoup mieux que le sentiment que j'ai eu en sortant. C'était pas nécessairement Jar Jar. Il y avait quelque chose de générique, le feeling qui était différent. C'est peut-être ça qui me donnait l'impression que je l'avais moins aimé après mon premier visionnement. C'est peut-être juste cette impression-là. Maintenant, ça me dérange moins. Oui, j'aime toujours la trilogie originale quand même, principalement, mais c'est là que en sortant pour la première fois du film, j'avais il manque quelque chose. C'est peut-être mon âge ou ma raison, mon savoir, ma conscience d'un adulte qui me fait voir ça différemment. J'avais pas les yeux brillants d'un jeune enfant qui voit les films, probablement comme toi, Francis, quand tes enfants ont vu les films, tu voyais un peu à travers leurs yeux. Donc, tu voyais probablement ça différemment de y avoir été tout seul et l'avoir vu. Donc, pour moi, c'était ça. Les 20 ans de la menace fantôme, c'était... Ben oui, on a vu le panneau, la célébration, mais qu'est-ce que je me souviens le plus du film, c'est la première. Vraiment la première. Tous les événements que je vous ai racontés, le petit combat de sable devant le public sur la scène en avant, qui est complètement pas moi. Là. Moi, je fais pas ça d'habitude. Je suis un gars très, très introverti. Mais je suis très introverti. Donc, c'est pour moi d'aller en avant, de me battre devant tout le monde. Là. Je suis pas un Sébastien Minot. Là. Désolé, Seb, t'es l'exemple parfait d'un gars extroverti. Mais je vais toujours me souvenir de cette journée-là. Puis si on fait un épisode spécial sur les 20 ans officiellement cette année ou cet été, je vais revenir avec cette histoire encore. Donc, j'ai quand même, maintenant que je le revois, la course de pod, le duel, c'était génial. Et puis je vais toujours m'en souvenir. Voilà, ça conclut pas mal mes commentaires, je dirais.
maintenant, on va passer au dossier justement de Vanity Fair. On saute d'époque complètement. On s'en va dans la fin de la saga Skywalker au lieu du début de la saga Skywalker. Mais avant tout, je veux parler de la politique spoilers de Star Wars en direct parce qu'on a eu des commentaires en publiant certaines images justement du Vanity Fair. Donc, je vais vous rappeler la politique de Star Wars en direct. On est quand même un podcast qui parle beaucoup d'informations. On vous dévoile des trucs. On a même fait un spin-off spoiler spécialement pour les rumeurs et spéculations. Donc, dans cet épisode-ci, on parlera pas de spoilers. Mais je vous rappelle quand même la politique parce que c'est large. Hein? Il y a des gens pour qui eux voir n'importe quoi de l'ascension de Skywalker est un spoiler. Ils veulent pas voir d'image, ils veulent pas voir rien. Donc, on vous respecte. Mais nous, en tant que podcast, on se doit d'en parler parce que, de un, c'est notre sujet de conversation. Sinon, le podcast n'existerait pas. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme spoiler et qu'est-ce qu'on considère comme non-spoilers? Qu'est-ce qui est spoilers? Des informations très précises sur l'histoire qu'il va avoir dans l'ascension de Skywalker, les événements du film, des choses qui sont jamais dévoilées outre que dans le film, des fuites, des photos non officielles, tout ça sont considérés spoilers et on ne vous parlera pas de ça dans une émission régulière. Qu'est-ce qui est considéré non spoilers? Ou du moins qu'est-ce qui est spoilers? Ce qui devient non spoilers, c'est tout ce qui est officiellement annoncé par Star Wars, Lucasfilm, Disney. Donc, des images de marketing, des partenaires de Lucasfilm comme Vanity Fair, qui ont des articles exclusifs, des photos officielles, aussitôt que ça sert à la promotion du film, des emballages de produits dérivés, c'est pas considéré spoilers. Tout ce qui est sur les tablettes, des publicités télé, des bandes annonces, tout ce qui est officiellement du produit marketing, ce n'est pas considéré spoilers et on va en parler. Donc, en tant qu'auditeur de Star Wars en direct, on espère que vous comprenez notre point de vue, que on a besoin d'en parler parce que la majorité des gens vont vouloir le savoir et on vous respecte quand même ceux qui suivent qui ne veulent pas être spoilés avec une émission totalement dédiée aux spoilers. Donc on a fait une séparation parce que dans le passé on faisait ça dans la même émission, il y avait un segment spoilers et si vous faisiez pas attention en avançant le chrono du podcast, vous pouviez revenir et on était encore en train de parler de spoilers. Donc, on a vraiment éliminé ce facteur en faisant une émission spin-off et on espère que vous comprenez que c'est important de tout ce qui est annoncé officiellement, que l'on en parle et que ce n'est plus considéré spoilers. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, on va sauter directement dans le dossier Vanity Fair, qui est un très très long article qui est paru il y a 2 jours à la date d'enregistrement ici. On va commencer parce que qu'est-ce qui a attiré beaucoup de monde, c'est les images. Donc on va survoler les images et les informations qui ont été dévoilées en même temps, ou du moins des descriptions de qu'est-ce qu'il y avait sur les images. Donc on va commencer avec une image. Je vais essayer de faire une version YouTube avec du moins les images principales pour que vous ayez quelque chose à voir. Mais je suis certain qu'en nous écoutant, vous les avez tous déjà vu les images. Donc on va vous les redécrire avec des commentaires. Donc première image qu'on va vous parler, c'est celle qui servait d'image titre à l'article. Donc on voit Rey face à la caméra de profil. On voit qu'on est dans le désert de Wadi Rum en Jordanie. On voit à gauche un militaire, parce qu'il y avait beaucoup de militaires qui ont aidé à la production. Et c'est tout simplement Rey dans son habit classique de Jakku, mais un peu plus blanc, disons-le. Un petit peu plus blanc. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la planète sur laquelle c'est supposé se dérouler ceci?
Ben ouais, en tout cas, moi, personnellement, à ma grande surprise, ils ont décidé d'encore nous présenter une nouvelle planète désertique, parce qu'il n'y en avait pas déjà assez là, dans la saga. Donc, c'est pas Tatooine, c'est pas Jakku, et c'est pas exactement le même endroit, mais qu'on a déjà vu dans Rogue One, à savoir Jeddah. Donc, cette fois-ci, ça s'appelle Pasaana, donc avec 2 A au milieu, et 4 A dans le nom complet, bref. Encore une nouvelle planète désertique qui serait dans les confins extérieurs, j'essaie de traduire. Ouais, en bordure de la galaxie, ouais. Ouais, en bordure de la galaxie, ouais. On pourrait le prononcer Pasaana aussi, peut-être. Ah, ok, ouais. Je sais pas la vraie prononciation. Tant que les gens le disent pas, dans un film, c'est difficile de le savoir ou que quelqu'un de la production le mentionne. Parce que je me souviens, Qui-Gon, avant qu'on sache comment le prononcer dans l'épisode 1, fallait qu'on l'ait entendu. Parce que c'était très difficile. On disait Qui-Gon. D'ailleurs, tu noteras que les noms des planètes désertiques ont tous des consonances A. Tu vois? Ah ben oui. Jakku, Tatooine, Pasaana. Donc je suis désolé pour l'Allemagne. Mais vous risquez du coup d'être désert dans pas longtemps, quoi. C'est ça. Et Mais est-ce qu'ils ont décidé, est-ce qu'ils l'ont fait consciemment ou pas, je sais pas. Mais t'as cette consonance A qui revient. La chose qui est différente de l'accoutrement de Rey qu'on voit sur cette photo-là, c'est qu'elle a l'air d'avoir un capuchon. Ouais, par rapport à l'épisode 7. Là. Ouais. Qu'elle peut se remettre sur la tête. Est-ce que c'est comme un peu son accoutrement Jedi ou du moins. C'est ce qu'on voyait dans la bande-annonce aussi. C'est vrai. Mais effectivement, t'as raison, ça fait en tout cas, visuellement, ça fait une référence au Jedi. On va poursuivre avec C3PO. Donc Anthony Daniels, qui est vraiment le seul qui a fait les 9 films. il a d'ailleurs mentionné dans l'article qui oubliait toujours sa ligne de texte ou qu'il y avait une c'était quoi, common emblem. Donc une signification commune ou un signe commun. Donc je sais pas en quoi ça fait référence. Peut-être qu'avec l'accent britannique c'est plus dur à dire aussi, je sais pas. Ouais, peut-être. En fait, on voit un C3PO relativement propre pour un droïde dans le désert. Sa patte qui est en train d'être nettoyé par un assistant. C'est comme s'il se faisait maquiller un peu. Ouais. Et donc, pour information, je sais pas si vous vous souvenez des photos de tournage de l'épisode 4 où tu vois le fameux perchiste en short, caleçon rose, qui est devenu finalement un mème sur internet et c'est même devenu un cosplay qu'on pouvait voir au Celebration. Eh ben, sachez, mes amis, que ce personnage-là, qui est en train de nettoyer C3PO, est en train de devenir le nouveau perchiste au caleçon rose. Parce qu'il y a déjà des gens qui se sont dit « Waouh, lui, je veux faire son costume. » Sérieux? Ouais. Ouais, je suis branché dans pas mal de groupes de costumes Star Wars. Et il y a déjà des gens qui commencent à se dire « Waouh, c'est le nouveau perchiste au caleçon rose. » Donc... attendez-vous dans les Comic-Con à voir des mecs avec des lunettes venir nettoyer des trucs. Les gens comprendront pas. C'est ça, ils vont faire une photo de groupe, il va en avoir 15-20 ensemble. Donc, et au pied de C3PO, t'as BB-8 présent. On voit qu'il y a une marque par terre, probablement l'endroit où est-ce que Anthony Daniel doit se tenir. Donc, une petite marque pour la caméra. On va poursuivre la prochaine image, qui est une scène d'action d'un skiff ou d'une espèce de pas une navette, mais j'essaie de trouver le terme en français. Un genre de speeder du désert. Oui, speeder du désert. Ouais, une navette, oui. Qui est un peu un réacteur du style du X-34 de Luke, là, du Land Speeder. Et on voit clairement ce véhicule-là dans la bande-annonce et dans la petite vidéo de Vanity Fair aussi. Donc, en fait, je crois que c'est à ce moment-là, on voit C3PO avec... accroché à un espèce de mât. Ouais, exactement. Qui se tient un espèce de mât, oui, absolument. Ce qui est drôle, c'est que les personnages qu'on voyait dans ce véhicule-là, dans la bande-annonce,
c'est tous ceux qu'on voit pas cette fois-ci et vice-versa. C'est vrai qu'il y avait Poe Dameron et Finn, ouais. Et C3PO, là, on a BB-8, Chewbacca et Rey. C'est peut-être pas le même véhicule, du coup. Ouais, on voit pas le mode. Dans le sens où t'as peut-être deux véhicules dans la scène où ils sont peut-être pas au même endroit ou quelque chose comme ça. Très possible. Mais ça a l'air clairement d'un véhicule rapiécé. Ouais, on est dans Mad Max. Ouais, c'est ça. Là. Je sais pas si c'est des ferrailleurs un peu comme Rey était sur Jakku qui ont comme monté des véhicules à partir de pièces récupérées. C'est quand même intéressant. Une chose que l'article disait que j'ai trouvé intéressant, pas nécessairement par rapport à cette image-là, c'était Poe Dameron, mais Oscar Isaac qui est arrivé à Wadi Rum et qui dit à JJ en voyant des énormes écrans verts, parce qu'il dit carrément dit à JJ pourquoi qu'on est venu dans le désert à un endroit si reculé si on filme sur des écrans verts. JJ de lui répondre tout simplement parce que la poussière et le sable donnent un effet particulier à l'air et à l'ambiance que une prise numérique ne peut pas répliquer. Donc c'était la raison. J'ai trouvé ça intéressant de lire ça dans l'article que oui, ils font beaucoup plus de trucs pratiques versus la prélogie par exemple qui était carrément des plateaux complètement en écran vert. Mais ils utilisent encore beaucoup les écrans verts incorporés sur les lieux de tournage. Et pour les acteurs, être sur place dans la chaleur, t'as beaucoup plus l'impression d'être vraiment le personnage, en fait. Donc, sur le skiff, on a Chewbacca, Rey et BB-8. Et on voit clairement qu'il y a une espèce de véhicule. C'est déposé sur un véhicule qui va être retiré. Oui, parce que tu vois, d'ailleurs, il y a des espèces de traits verts dessus. Je pense que c'est pour délimiter au montage, pour pouvoir enlever plus facilement le véhicule. On poursuit. Prochaine image. On voit une panoplie d'aliens et un être humain, un humanoïde et possiblement un robot. Je ne crois pas que c'est un robot, mais il y a des espèces de lunettes pour se protéger du sable. En fait, c'est les habitants de Pasaana qui se nomment c'est un peuple autochtone qui s'appelle les Aki-Aki. Donc, on voit qu'il y a différentes races. Ce qui est sympa, c'est que je trouve que cette photo, ça a été fait exprès, je pense, mais elle me rappelle beaucoup les photos que tu peux, enfin, en tout cas, que des photographes professionnels peuvent faire quand ils vont dans des pays d'Afrique. C'est vrai. C'est vraiment la première chose qui m'a sauté aux yeux. J'ai eu l'impression de me retrouver devant ces photos que tu peux voir quand tu as des reporters qui vont dans les pays d'Afrique faire les photos où tu as ces tribus gens, africaines, ces espèces de grandes tuniques, ces tribus avec des grandes tuniques colorées dans les tons orange, rouge, jaune. Et c'était sympa. Enfin, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui revient un petit peu à l'avant. On avait vu comment Black Panther ça avait été chez Marvel bien accueilli, notamment parce que il met vraiment en avant tout ce côté la culture. Enfin, en tout cas, il met vraiment en avant la culture que tu peux avoir, les cultures, pardon, parce qu'il y en a plusieurs, que tu peux avoir dans les pays d'Afrique. Et je trouve que cette photo, elle ramène un peu ça, et je trouve ça super sympa, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément encore dans Star Wars. C'est très, mais comme tu dis, même le type de cadrage photo, etc., ça fait très National Geographic. C'est ce que tu cherchais, je crois, Julien. C'est vrai que c'est exactement ça. Et pour décrire les créatures un petit peu, on avait vu une photo fuitée très, très floue de ces créatures-là. Donc les yeux, si vous prenez pas, il y a deux tentacules qui pendent comme du nez ou de la bouche. Et puis vous avez au-dessus de qu'est-ce qui est leur nez, c'est comme deux yeux, des protubérances qui sont sorties assez de façon prononcée et un peu séparés vers l'extérieur, comme certains poissons. Tu sais, les poissons rouges là, qui ont les yeux très très ressortis sur les côtés un petit peu. Ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas si vous avez d'autres impressions. Peut-être. Moi, ce que je remarque, c'est la différence entre les quatre au niveau visuel. Je trouve ça bien, tu sais, qu'on se limite pas à. Ils ont pas fait un copier-coller exact du moule, là, on va dire.
Puis, tu sais, il y en a même un des 4 que, bon, c'est peut-être de la pure interprétation, là, tout croche de ma part, mais il me semble qu'on dirait qu'il a l'air plus âgé que les autres. Fait que ça, je trouve, tu vois la qualité de la production là, dans des détails comme ça. Puis ils ont des tentacules un petit peu différentes, des couleurs différentes. Il y en a que très orangés, d'autres très verts, donc d'autres qui sont entre les deux. Je trouve que celui avec la tunique orange, moi la première fois où je l'ai vu, il m'a fait penser à la vache qui donne le lait bleu. Je suis désolé, mais moi j'ai beau le regarder, et tu vois, je le regarde encore là, et je le regarde encore, et je pense à cette fameuse scène dans l'épisode 8 où la vache elle tourne la tête, et je sais pas, je trouve qu'il y a un air de famille. Ben, il y a déjà la couleur de peau. Ouais, ça aide, ouais, les yeux, le fait que l'espèce de nez, le nez ressemble un peu, c'est sûr que maintenant t'as deux tentacules qui descendent au niveau du nez, mais si t'enlèves les tentacules, t'as un truc, quoi. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça fait très Star Wars. Oui. Tu vois ça, ça sera pas dépaysant, même si c'est une nouvelle espèce. Je trouve que ça fit très bien dans un Star Wars. Pour la tête, je viens d'y penser, mais imaginez Watto sans la trompe ou une trompe plus petite, puis à la place de la trompe, t'as deux appendices un peu tentaculaires qui descendent. Ça me fait penser un peu à ça. Les yeux sont similaires un peu, là. Ok, on va poursuivre. C'est toujours à Wadirum en Jordanie ici. On est encore sur Pasaana, là. C'est les Aki-Aki. Ah, la fameuse photo. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oui. Ouais, qui fait couler beaucoup d'encre aussi. Oui, en effet. Donc, on voit un duel entre Kylo Ren à gauche et Rey à droite sur des structures métalliques qui semblent emportées par l'éclaboussure d'une grosse vague. Du moins, c'est ce qu'on nous montre. On peut peut-être voir de la vapeur ou des nuages en arrière-plan. La surface a l'air très, très impériale. Si on reprend soit des AT-AT, des AT-AT, le dessus de la Death Star, on voit des cubes, des trucs très, très rectangulaires, gris. Donc, on peut supposer, si on se fie à la bande-annonce, que ce serait dans la structure ce qu'on suppose être la Death Star dans la bande-annonce qui est écrasée dans l'eau. Je sais pas si vous êtes d'accord par rapport à ça. Ben, si c'est pas ça, on va être surpris que ce soit autre chose, dans le sens que ça semble assez concordé avec le visuel là, à la fin de la bande-annonce. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que j'aime bien. Tu as dit qu'on voit une photo du duel entre Kylo et Rey. Moi, je vois pas un duel. Je vois juste Kylo et Rey qui ont dégainé leurs épées. Il y a rien qui dit qu'ils se combattent pas contre autre chose ensemble. Ok, je vais chercher loin, peut-être, mais laissons un peu de suspense quand même. Mais c'est vrai que Rey, on dirait qu'il est en train de parier un coup. Oui, un coup que Kylo a pas du tout donné. Non, c'est ça. C'est peut-être deux photos complètement séparées qui ont été assemblées aussi. En tout cas, moi, en tout cas, je trouve artistiquement parlant, sachant que je suis pas du tout photographe pro ou quoi que ce soit, je la trouve vraiment très très jolie. Ah ouais, ça revient beaucoup. Là. On regardait ça au bureau aussi avec des collègues, puis les gens restaient à fixer cette photo-là, ils en revenaient pas au niveau visuel. Là. Ouais. Je l'utiliserai pas parce que je viens d'utiliser quelque chose de similaire pour l'épisode précédent. Fait que je vais choisir autre chose pour l'image. Alors, je t'interdis d'utiliser la suivante. Pourquoi? À cause des chevaux? Ouais. Alors, sur la suivante, pour la décrire un peu, on voit Finn et... Naomi Aki. Je sais pas qui, d'ailleurs. Naomi Aki? L'actrice, ok. ouais. Ouais, en tout cas, l'actrice, oui. Sur deux espèces de cheval facochère. On peut appeler ça comme ça. Qui est un blanc et un noir bleu. Pour la petite histoire, leur nom, c'est des Orbaks. Parfait. Et là, en fait, on rentre dans un syndrome qui me titille un peu dans Star Wars, c'est qu'on crée tout le temps des nouvelles choses, on réutilise pas les anciennes, donc on a encore une nouvelle race de cheval différente.
alors qu'on en avait déjà une dans l'épisode 8 qui aurait peut-être été pertinente de la récupérer. Je sais pas. C'est sûr. C'est juste. La galaxie est très grande. Moi, je dirais que ça dépend sur quelle planète on est aussi. Ouais, d'accord, mais autant c'est vrai que dans l'épisode, c'est vrai que dans la trilogie originale, dans le 4, 5, 6, bah tu tournais sur les mêmes. T'avais l'impression que la planète l'univers était peuplé d'humains et de Twi'lek et de quelques races. Autant là, je trouve qu'avec la postologie, ils en mettent plein. Limite, t'as presque plus de lien à part les héros entre les films. C'est juste ça que je trouvais dommage. Donc, comme référence, le nom du personnage de Naomi Ackie, c'est Jannah. J-A-N-N-A-H. Je sais pas si c'est un clin d'œil à Jaina qu'il y avait dans l'univers légende. Alors, on peut peut-être préciser que visiblement le tir à l'arc est de mise ici. Et contrairement aux Sœurs de la Nuit dans Clone Wars qui avaient des arcs, mais c'était des espèces d'arcs magiques là, d'énergie, histoire de donner des armes plus médiévales, on va dire. Là, c'est vraiment une vraie arc avec des vraies flèches. Clairement, c'est un peu moins technologique, du moins. Ouais, c'est ça. Certains, je sais pas si vous avez vu ça passer, parlaient de la ressemblance entre la tête de ces espèces de chevaux-là et l'espèce de gibier qui attire Chewbacca dans un piège sur Endor dans l'épisode 6. Et boy, ils ont cherché loin, c'est possible. Ouais, si vous regarderez la comparaison, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine ressemblance. Hein. Évidemment, si c'est le même animal, ça rend caduque tout ce que j'ai dit avant. Ouais, mais moi j'en doute, là, personnellement je trouve que ça ressemble pas assez, mais écoute, ça y ressemblerait. Puis il est surtout très gros comparé au gibier qui attire Chewbacca. C'est ça serait vraiment juste la tête. Là. Est-ce qu'on mentionne la planète sur laquelle ça se passe, ça? J'essaie de m'en souvenir. Non, ça on le mentionne pas. Non. Qui est une 3e planète. Bah, pas nécessairement, mais probablement. Parce que les planètes à multiclimat sont plutôt rares dans Star Wars. Ouais, ben à chaque fois on se demande, est-ce que ça va être enfin... enfin Star Wars va avoir plusieurs climats. C'est la même planète, là, mais bon. En fait, c'est peut-être la même planète qu'on voit dans la bande-annonce où est-ce que le morceau de l'étoile noire écrasé, c'est peut-être la même planète. Ouais, c'est ce que potentiellement, beaucoup pensent, effectivement. On poursuit. Une photo classique que je dirais depuis la postlogie, une prise de vue de plusieurs personnages dans le cockpit du Faucon Millennium. Une photo promotionnelle. Oui, bien sûr. Donc ici on voit Poe Dameron habillé en résistance ou habillé en désert, là, en Indiana Jones ou troupe du désert. Moi, je disais en Mujahideen. En Mujahideen, ouais. Avec... Ok, d'accord. En fait, ça dépend vraiment de parce que moi, il me fait penser à Nathan Drake dans Uncharted. Oui, aussi. Ouais, ça, c'est ton côté gamer. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je pense que ça dépend, en fait, de comment t'es influencé. Toi, c'est plus les informations à la télé, apparemment. C'est ça. Donc... Poe Dameron, de chaque côté de son siège, on voit BB-8 et le nouveau petit droïde de D.O. Le petit droïde qu'on a vu qui est venu sur scène à Star Wars Celebration. Donc qui est vraiment une tête conique et qui se déplace sur une seule roue, en fait. Donc, et ça c'est dans le siège du copilote. Dans le siège du pilote, nul autre que Lando Calrissian, en version âgée, mais qui porte la fameuse chemise de soie jaune qu'il portait dans Solo. Peut-être pas la même, bien sûr, mais un peu un petit clin d'œil, justement. Possiblement juste pour faire une association. Les fans qui n'ont pas aimé Solo vont peut-être dire « Non, qu'est-ce que vous avez fait là? » Mais bon, il a l'air en forme, Billy Dee Williams, là-dessus. Ouais, effectivement. Et... Ouais. Et derrière lui, on voit Chewbacca. Ce qui est drôle, c'est que quand tu penses à la photo, t'as Poe Dameron, qui est quand même un pilote d'exception, on va dire, mais qui est dans le siège du copilote, et Lando, qui est pas un mauvais pilote, là, mais tu sais que ça reste que il donne sa place à Anne là, dans Solo. Là. Le propriétaire original. Ben, tu sais, même Chewbacca, qui est techniquement le copilote officiel,
Mm-hmm. Et puis là, mais bon, comme je disais tantôt, c'est pas une prise de vue là, d'une scène pendant le film. Non, c'est ça, exactement. Une photo posée. Là. Est-ce que c'est la réunion entre Lando et L3? Je sais pas s'il va y avoir un petit clin d'œil à ça, j'espère. Parce que... Ça, j'espère, honnêtement. Même si c'est juste une réplique, là, il me semble que ça coûte rien. Puis ou juste quelque chose d'écrit sur un écran. Là. Ça serait vraiment bien. Parce qu'en fait, L3 est vraiment devenu le Faucon, donc c'est vraiment intéressant. Il y a l'espèce de... Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, L3 c'est le robot dans Solo, l'espèce de robot un peu révolutionnaire, narcissique, le grand robot. Qui est pour le droit des droïdes. Oui, c'est ça, voilà. L337, qui signifie lit. Et qui effectivement est devenu d'une certaine manière le Faucon. C'est vrai. La conscience du Faucon. C'est ça, voilà. Oui, celle-là que C3PO considère qu'il y a vraiment un langage ordurier dans l'Empire contre-attaque, si je me trompe pas. Oui. Il dit, je sais pas où votre vaisseau a appris à communiquer. Là, ben, ça donne une perspective quand tu réécoutes après. Bon, on poursuit avec... on retourne, on s'en va au sein du Premier Ordre. On voit le personnage de... Je cherche le nom d'acteur... Richard E. Grant. Exact. Celui que tout le monde espérait qu'il jouerait l'amiral Thrawn. Donc, on le voit... Au début. Ouais. Il va jouer le rôle du Allegiant General Pride. Pride étant son nom de famille. Allegiant General, c'est un titre qu'on n'a jamais vu. Je sais pas à quel niveau. Ça doit être au-dessus de... Ça doit être au-dessus de General Hux, puisque Hux est juste derrière, et que tu sens que Hux est en retrait par rapport à lui. Et même au niveau de la tenue, en tout cas moi j'ai vraiment le sentiment que le Premier Ordre va vraiment encore plus chercher dans des tenues, on va dire, de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, pour pas dire le mot. Et quand tu vois ça, enfin moi quand je vois ce personnage assis, tu vois pratiquement le leader, alors pas le leader suprême, mais le leader du Premier Ordre. On le voit par les deux lignes sur sa manche. Il montre clairement qu'il y a un grade supérieur. Là. Puis cette espèce de veste qui est refermée sur lui-même. Tu vois, Hux, il a juste comme une veste de costume, en quelque sorte, une veste de complet, alors que tu sens une espèce de... plus une veste... solennelle ou de... Ouais, une veste plus solennelle, avec un col plus serré au niveau du grand général, on va peut-être l'appeler comme ça. Ben, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un titre différent, là, que c'est pas juste un général quelconque, dans le sens où c'est peut-être un service. Tu sais, ils sont peut-être appelés à collaborer. Hux est supposé être le général des armées, si je ne me trompe pas, du Premier Ordre. Donc, parce que même dans l'épisode 8, on voit qu'il y a des officiers beaucoup plus âgés que lui, mais qui sont en dessous de lui en termes de hiérarchie. Mais tu sais, c'est sûr que Richard E. Grant, juste la stature du gars, t'as envie de lui donner le pouvoir, là. Mais... et juste dans son titre, Allegiant General, c'est comme Allegiant dans le sens d'allégeance. Donc, et même le mot Pride. C'est comme il y a un nom qui a beaucoup de signification. Ben c'est ça. Ça reste à voir, ça va être quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en perspective avec... dans l'article aussi, ça nous mentionne, ça nous précise qu'on devrait en apprendre plus sur les origines du Premier Ordre. Donc, enfin, on pourrait dire, là, parce que ça fait quand même depuis 2015 qu'on se demande comment que ça a évolué vers le Premier Ordre. On pensait avoir les réponses dans la trilogie Aftermath, on les a pas tant eues ou à peine. On pensait avoir des réponses dans Bloodline, Lien du sang, on n'en a pas vraiment eu non plus. On pensait avoir des réponses dans Battlefield, on n'en a pas eu. Ouais, dans Battlefront, effectivement. Puis dans le livre Phasma, on a encore quelques petits éléments, mais tu sais, rien de... On a quand même un énorme saut dans le temps là, entre les vestiges de l'Empire, on va dire, et le Premier Ordre en tant que tel. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir là,
comment ils vont nous amener ça. Là. Moi, je remarque qu'il tient une espèce de bâton là, de tige télescopique, ou je sais pas comment c'est exactement, mais justement la façon de certains généraux d'une autre époque là, qui avaient tout le temps une espèce de bâton. Ça me fait penser au général Patton côté américain, ou beaucoup d'Allemands aussi, Deuxième Guerre mondiale, là, Rommel et compagnie, là, qui avaient une espèce de tige tout le temps, là, comme si elle est... Je pense que c'est le côté ancien cavalerie, là. Ancien général de cavalerie. Mais quand j'ai vu le bâton qu'il y a dans la main, là, tu sais, qu'il a l'air de sortir de la main, là, ça m'a fait penser à ça, là. Le côté très... comment dire, symbolique de la chose. Et puis, il a le même sourire que tu peux imaginer que Patton avait. Oui, effectivement. Mais toi, Julien, qui est dans le 501e, ça serait-tu les espèces de petits bâtons qui se mettent sur l'épaule ou Je pense pas, parce que quand tu zoomes, tu vois déjà qu'il est. Ah oui, il y en a déjà un. Tu vois déjà qu'il est noir, avec une espèce d'écrou. Les petits bâtons qui se mettent dans les poches, c'est plus des, on va dire, des espèces de stylos, de choses comme ça. Et tu vois, en fait, si tu zoomes sur la photo, bien que tout est noir, tu remarques quand même que le bâton est tout en longueur. Tu vois, il est pas tant télescopique que ça. Il va quand même un peu loin derrière. Donc ça rejoint vraiment ce que disait Francis. Hein. Ça fait vraiment cet effet. Je rejoins sur le côté Patton. Rommel, j'ai pas souvenir qu'il avait de bâtons, mais possiblement aussi. Mais en tout cas, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est l'état d'esprit, effectivement. Mais j'espère qu'il va quand même pas nous faire un mouvement de charge de cavalerie avec des vaisseaux spatiaux. Ça fait assez étrange. Mais en tout cas, effectivement, c'est assez rigolo. Puis c'est rigolo de voir cette espèce d'énorme écrou au bout, là. Ça manque presque de finition. Enfin, c'est assez étrange. C'est un mini sabre à laser. Ça reste que quand vous regardez la photo, là, mettez-y la peau bleue puis le costume blanc, puis c'est Tron. Ah, il a la tête de Throne. Ah, ça aurait été il a le sourire de Throne, ça aurait été parfait. J'ai pas sa voix, là. J'arrive pas à voir sa voix, mais s'il a une voix aussi un peu ténébreuse. Calme, c'est une fausse photo. Il va être vraiment en peau bleue et blanc. Ouais, non, ça, je l'espérais pas non plus depuis le début, parce que, le commun des mortels a pas la moindre idée de c'est qui Tron. Non, c'est ça. Donc, ça m'aurait vraiment surpris qu'il nous ramène un personnage que, en tout cas dans le canon, qui est juste dans Rebels puis dans des livres. Mais ça reste c'est un personnage qui mérite d'être connu par le grand public. Puis c'est un personnage qui, dans la post... je parle pas de Tron, mais celui de Richard E. Grant, je pense dans la post-logie, il va amener un côté qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Du tacticien froid, etc. que de Tron. Je pense dans la post-logie, quand vous faites, vous repensez à tous les méchants, tous les gens du premier ordre, que ce soit Snoke, Kylo Ren, Hux, même les autres officiers du premier ordre, on n'avait pas ce tacticien-là là, comme... Pour l'instant, en termes de tactique et stratégie, c'est des gros nuls. Hein. Et à un moment, appelons un chat quand même. Ouais, faut le donner, effectivement. Ok, on poursuit l'autre image. Donc, qui est ce personnage à l'accoutrement moulant? C'est Kerry Russell, donc, qui joue le personnage de Zorii Bliss, donc appelé Z-O-R-R-I. Nom de famille Bliss, B-L-I-S-S, qui serait une mercenaire qu'ici on voit sur la planète enneigée de Kijimi. Du moins, on voit de la neige. Est-ce qu'elle est enneigée au complet? Ça peut être de la poussière. Ça peut être de la poussière aussi. Et elle serait dans le quartier des voleurs. C'est ce qu'on nous dit dans la description. Magnifique casque à la Daft Punk. Ouais, beaucoup de mèmes sur Internet où elle a déjà été intégrée dans les photos ou les albums de Daft Punk. Ouais. En fait, moi, ça me fait penser à un casque de ceux qui font du cyclisme contre la montre. Okay, ouais. Après, sur une moto, et après se lever la tête, et ça serait comme un aileron aérodynamique dans son dos. Je sais pas si on va l'avoir dans un véhicule quelconque, mais ça pourrait être une raison d'avoir un casque comme ça. Et pour les gamers, pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, la visière vous fera sûrement penser à la visière de Samus Aran, donc de l'héroïne de Metroid. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais tout à fait. C'est moi, quand j'ai
c'est sûr que la visière de Samus est verte, là, elle est bleue, mais en tout cas, elle a la forme du casque de Samus Aran. Donc, pour vous décrire son accoutrement, c'est une espèce de costume Bourgogne à la Sam Wessel un peu, assez moulant, très moulant. Elle a des gauntlets, donc des gauntlets, des trucs aux poignets et avant-bras dorés. Oui, des avant-bras. Dorés. Oui. Elle a le casque doré avec vraiment aérodynamique, avec une visière triangulaire un peu à la Mandalorienne, un petit peu. Un casque très allongé vers l'arrière. Elle a une espèce de collet autour du cou qui pourrait être un peu à l'égyptienne, un peu comme Cléopâtre, un peu une espèce de pas un collier, mais quelque chose qui protège les épaules et qui va sur la poitrine au-dessus des seins. Elle a aussi 2 pistolets. Elle a une ceinture avec 2 pistolets inversés, encore dorés. Tous ses accessoires sont dorés, la majorité, avec 2 pistolets qui ont l'air très chromés vis-à-vis les manches. Donc, je pense que ça décrit pas mal tout. Ouais, moi je trouve, en tout cas... On va le lire à beaucoup de photos, mais cette photo, je la trouve encore absolument magnifique. Et tu m'as cassé mon lien. Tu m'énerves. Ok. Parce que, effectivement, j'ai la même réaction en voyant ce costume que j'ai eu quand j'ai vu Sam Wessel. Le costume de Sam Wessel, c'est-à-dire, moi personnellement, et c'est mon avis à moi, il y a un truc qui m'accroche dans ce costume que je trouve absolument super cool. Et c'est le même type d'accroche que j'avais eu avec le costume de Sam Wessel qui m'avait vraiment accroché lui aussi. Et effectivement, je pense ce côté, on va dire violet, avec le côté doré et ce casque qui est un mélange effectivement de casque cycliste, du casque de Samus Aran Metroid que j'aime beaucoup. Enfin, un espèce de mélange de beaucoup de choses qui ensemble, ça marche vraiment bien et il est vraiment beau ce costume et je suis persuadé que il va faire fureur dans les rangs des cosplayers. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai hâte de voir comment le casque s'ouvre. J'espère qu'il est comme mécanique, qu'il s'ouvre comme latéralement sur les côtés. Qu'il y a quelque chose d'un peu plus mécanique. Un peu comme Kylo Ren. Ouais, un peu, ouais. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être vraiment cool. J'ai hâte de la voir en action. Bien sûr, t'as plein de théories par rapport à qui est ce personnage. Est-ce que c'est des liens de parenté avec Rey? Parce que la planète Kijimi est la même qu'on voit dans la bande-annonce. La planète enneigée où est-ce qu'on voit le vaisseau arriver au loin et on voit un village à l'horizon. Une ville un peu dans les collines, dans les montagnes. Ouais, c'est magnifique aussi. On peut mentionner le décor, là. Moi, je trouve ça vraiment réussi. On est dans une ambiance un petit peu peut-être village nordique, là, je sais pas, en Norvège, mettons, quelque chose comme ça. C'est un peu médiéval, c'est comme un peu Winterfell. Tout en roche, tout en pierre. Donc encore une fois... avec un style Star Wars quand même. Là, tu le vois, c'est vraiment les costumes qui font Star Wars. Il fait très très Star Wars. J'adore beaucoup aussi l'espèce de texture sur la manche qui donne beaucoup qui donne un petit quelque chose à l'accoutrement. J'ai vraiment hâte de voir. Qui rappelle un peu la texture que tu as sur la manche de Kylo Ren. En effet, tu as tout à fait raison. D'une autre couleur, mais c'est un peu dans l'idée. Oui, le tissu plissé un peu là. Ouais, c'est ça. Par exprès. Enfin. Ça serait la fille cachée de Kylo Ren. Ah, peut-être. Il y a des tonnes de rumeurs étant donné que le vaisseau qu'on voit arriver dans la bande-annonce sur la planète Kijimi, beaucoup de gens disent que c'est le même vaisseau qu'on voit dans le flashback de Rey quand on voit Rey en petite fille et que ce serait le vaisseau qui quitte et qui aurait le vaisseau techniquement des parents de Rey. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui disent est-ce que le personnage de Kerry Russell, Zori Bliss, serait la mère de Rey? L'âge ne fitterait pas vraiment. Donc pas du tout. Pas du tout. À moins qu'il maquille énormément Kerry Russell pour la vieillir. Mais bon, ça reste à voir. J'ai hâte de voir à quel point elle va être utilisée. J'ai pas l'impression que ça va être un personnage très utilisé.
Moi, je pense que c'est la Boba Fett du 9e. OK. C'est vraiment là, un look qui déchire, là, qui est vraiment cool, mais qu'on va tous se dire, ça aurait été le fun d'en avoir un peu plus. Là, il y a des théories folles que c'est c'est Mara Jade, etc. Là, voyons donc. Donc ça serait la mère de Rey. Depuis l'annonce de l'actrice, là, dès qu'ils ont annoncé Kerry Russell, ça s'est mis à circuler. Parce qu'elle ressemblait. Donc on poursuit. Les chevaliers de Rennes. On les voit dans toute leur splendeur au grand soleil sur Wadi Rum. Bon, du moins, on soupçonne que sont encore là. On les voit de beaucoup plus en détail ici. Ils entourent J.J. Abrams. Du moins, je pense que c'est J.J. Ça y ressemble, en tout cas. Donc, ils ont l'air d'avoir des armes plutôt... pas archaïques, mais pas des armes... il y en a qui ont l'air d'avoir un blaster, mais les autres ont vraiment l'air d'avoir des armes plus typiques, des masses et des haches et des... Il y a que moi qui ai été déçu. Dans le sens où on me fait c'est les chevaliers de Rennes, tu sais, moi je m'étais imaginé des mecs un peu plus high-tech, on va dire. Là on a à gauche, tout à gauche, une espèce de copie du premier costume d'Iron Man. C'est vrai. Derrière, on a un mauvais cosplayer de samouraï du Comic-Con à qui il manque des morceaux pour le costume. Enfin, ça fait vraiment des gens équipés de briques et de broc. Et j'espère vraiment que dans le film, ils vont être beaucoup plus badass et costauds que ce qu'on voit là. Quoi. En fait, en plus, si vous avez vu la bande-annonce, il y a certains éléments du costume qui montrent quand vous voyez Kylo Ren qui empale avec son sabre laser sur la planète forestière en feu ou durant une bataille, il fait comme il l'empale, il carrément il le prend et le jette par terre. C'est un des chevaliers de Rennes d'après les accoutrements qu'on voit. Donc, est-ce que il y a pas un sabotage, mais une mutinerie entre Kylo Ren et les chevaliers de Rennes? C'est quelque chose qui est possible d'après ce qu'on voit dans la bande-annonce. Pourquoi Kylo Ren affronterait les chevaliers de Rennes s'ils sont associés ensemble? Donc ça reste à voir, mais on le voit clairement dans la bande-annonce. Donc que c'est un des chevaliers de Rennes qui se fait donner un body slam, comme on dirait en bon québécois, par Kylo Ren sur la planète qu'on voit dans la bande-annonce. Ça reste à voir. On poursuit. Avant d'aller à l'image de Luke et de Léa, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas mentionnées par rapport aux photos précédentes? On apprend côté Finn que là, vraiment, il est membre de la Résistance à temps complet, alors que jusqu'ici, c'était plus du temps partiel, dans le sens où, jusque dans l'épisode 8... il y avait des doutes encore, là. Il y avait des doutes, il savait pas dans quel camp il était, dans quel camp... Tout ce qu'il voulait, c'était se sauver du Premier Ordre. Ensuite, tout ce qu'il voulait, c'était retrouver Rey pour la sauver, etc., donc je trouve ça bien qu'on soit plus dans cette thématique là parce que moi personnellement l'interprétation que j'ai de l'épisode 8 et des scènes de Finn dans l'épisode 8, même si au premier visionnage j'avais l'impression que Finn servait absolument à rien dans ce film là, en le réécoutant j'en ai compris que juste tout l'épisode de Canto Bight, etc., c'est ce qui transforme Finn entre le Finn qui voulait fuir et le Finn qui veut combattre. Celui qui s'engage vraiment dans la Résistance. Donc là, dans l'épisode 9, c'est réglé, c'est vraiment clair dans sa tête. Mais je pense que quand il a décidé de foncer dans le canon du Premier Ordre, c'était là qu'il a décidé, en fait, qu'il serait dans la Résistance. Il allait se sacrifier. Là. C'est ça. Ensuite, on apprend que du côté de Poe, Poe Dameron devient vraiment un leader pour la Résistance dans ce film-là. Alors que jusque-là, on avait plus un Poe style loup solitaire un peu. C'est vrai qu'au niveau film, c'est le cas. Je serais pas prêt à dire que c'est parfaitement vrai quand on lit les livres et aussi les bandes dessinées. Il y a toute une série de comics là, de Poe Dameron. Je trouve qu'il était quand même déjà très leader quand même. Là. On avait droit à un Poe qui dirigeait une équipe, etc. Mais bref, c'est vrai que dans le film,
c'est le lone wolf, là, le loup solitaire qui est le franc-tireur qui fonce dans le tas, là, sans trop se soucier des conséquences. Donc là, dans le 9, ça devient... Ça précise pas que ça va être le leader de la résistance, le dirigeant comme tel, là, un peu comme en remplacement de Leia. Mais ça dit qu'au niveau attitude, etc., là, à force de mission, il y a une dynamique beaucoup plus familiale pour la résistance, puis que, bon, dans le fond, c'est Poe là, qui est un peu le leader de tout ça. Il n'y a pas vraiment le choix de prendre un rôle le plus important parce qu'il n'y a plus de membres de la résistance pratiquement, là. Ouais, c'est ça. À la fin de l'âge Jedi, il y avait une poignée de résistants seulement. Ben, c'est ça aussi, ça revient à ce que tu disais tantôt quand on apprend que c'est juste 1 an après. On se disait tous que ça allait être un bon gap dans le temps, justement pour donner le temps, entre autres, à la résistance de se réorganiser. Mais ouais, en 1 an, là, on va voir ce que la résistance a eu le temps de faire, les talents que Rey a eu le temps d'acquérir, si on peut dire. Et tout ce qui s'est passé dans le premier ordre. Mais ouais, ça reste une période de temps courte, je trouve. Sinon, on apprend que J.J. Abrams a quand même réuni à la fois Lawrence Kasdan, qui est Monsieur Empire Strike Back, Return of the Jedi, Solo, etc. Et Rian Johnson aussi, des derniers Jedi, et George Lucas, bien sûr. Donc, tous ensemble au niveau de l'écriture, pour s'assurer que ça venait conclure l'entièreté de la saga. Et pas juste la postlogie. Donc ça, je trouve ça bien, là, le fait de mettre en commun, c'est une chance, en fait, que tout ce beau monde-là soit encore vivant. Là. Mais moi, personnellement, c'est ce qui me donne confiance dans le résultat du film. Ils ont pas mis Rian Johnson de côté malgré tous les commentaires, tu sais. Ouais, exact. Ben, tu sais, ça, moi, en tout cas, mon avis sur tout ça, je trouve, c'est du... c'est de quoi, là, typique de l'ère Facebook, là, et Twitter, là, je doute fortement qu'il y ait un quelconque problème entre J.J. Abrams et Rian Johnson. Pour moi, c'est dans les deux cas, ils doivent tout à fait se respecter et respecter le travail de chacun. Mais bon, en tout cas, on pourrait toujours en discuter un peu, mais d'après moi, il y a quelques tensions, mais rien de majeur qui va empêcher de travailler avec quelqu'un. Ouais, ben dans le fond, donc c'est ce qui fait le tour de l'article du Vanity Fair. Un article qu'on vous conseille, des photos sublimes, là, on n'est vraiment pas dans de la photographie amateur. C'est comme à chaque fois, en fait, hein, le Vanity Fair, depuis que c'est Disney, à chaque film, nous sortent les exclusivités, photos, hein, ouais. Puis, ouais. Comme tu disais, c'est un partenariat, dans le fond, avec Lucasfilm. Puis, côté article comme tel, c'est un très long article, là, moi, je trouve que c'est de la qualité. Du journalisme pur. Ouais. Ça, vraiment, là, on a de la photo magnifique, des articles en profondeur, avec énormément de contenu. Donc, on vous le conseille fortement. Et si vous êtes comme moi, vous êtes très lâche en lecture, sur l'article du Vanity Fair, il y a une version audio. Donc, il y a quelqu'un qui vous lit l'article, qui est à peu près 46 minutes à écouter. Fait qu'imaginez, il y a du contenu à lire, là. Quand même. Donc, il y a quelques photos qu'on n'a pas passées. Je te laisse la parole, Julien, avec la photo de Luke Skywalker. Alors, effectivement, dans les photos, magnifiques photos, on va le dire à chaque fois, du Vanity Fair, il y a effectivement une photo de Luke Skywalker avec R2D2. Et la première fois que je suis tombé sur cette photo, la vie que je me suis fait, c'est tiens, il y a une photo de l'épisode 8 dans le lot. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai eu l'impression d'avoir une photo de l'épisode 8 dans le lot des photos de l'épisode 9. C'était assez étrange. Donc on voit effectivement Luke aux côtés d'R2D2 avec un brasier derrière, donc le feu. Alors quelle forme a Luke sur cette photo ? A priori, on n'est pas sur la forme spectrale qu'on pourrait voir ou imaginer comme on a pu voir à la fin de l'épisode 6. Donc là, on n'est pas sur une forme spectrale. Donc, est-ce qu'on est dans un flashback ? Ou est-ce qu'on est sur une forme spectrale plus avancée parce que Luke a un peu plus masterisé la force. Il n'y a pas d'infos en tout cas sur la photo qui nous le fait dire.
Je dirais que le fait que la présence de R2D2, qui n'était pas présent forcément au moment des événements de l'épisode 8, c'est ce qui me fait dire que peut-être ça serait un flashback. Mais pourtant, il y a l'allure, de l'île sur Ecto. C'est exactement ça. Il a l'allure de ce qu'il... En tout cas, il porte les habits, il a l'âge, il a la tête de comment il était quand il était sur l'île dans l'épisode 8. Donc effectivement, c'est assez étrange comme photo. C'est pour ça que j'ai vraiment eu... c'est au moment où je regardais les photos du Vanity Fair, je tombe sur cette photo et j'ai vraiment eu un temps d'arrêt parce que j'avais presque une incohérence temporelle par rapport aux photos. Et en tout cas c'est assez intéressant. Je me demande vraiment... pour moi, je suis pas les spoilers, donc peut-être que tu as déjà l'info, Dany, et je veux pas le savoir. Mais effectivement, est-ce qu'on est dans un flashback, est-ce qu'on est dans une forme spectrale? En tout cas, wait and see. Mon impression quand j'ai vu la photo, sans considérer spoilers, parce que je ne crois pas qu'il y a des spoilers par rapport à ça, c'est retirer R2 de l'image, et c'est peut-être une photo qui peut être utilisé pour rendre en post-production Luke en fantôme. Tu as juste à faire un traitement. Ils prennent une photo de Mark Hamill sur le plateau, ou du moins c'est probablement un écran vert quand même parce qu'il a l'air d'être très proche du feu, du moins. Mais enfin, c'est une photo qu'ils peuvent utiliser pour faire un Luke qui serait en fantôme de la Force. Ou en vision. Parce que ça, c'est un autre effet que l'on n'a pas vu souvent. À défaut d'être un fantôme, il peut apparaître dans des rêves, il peut apparaître dans des visions, sous une forme plus naturelle qu'un fantôme. Donc, c'est possiblement. Est-ce que vous savez si le Vanity Fair font des photomontages? Je pense que oui. Moi, clairement, pour moi la couverture est un photomontage. Tu vois, parce que je viens de zoomer sur le R2, il y avait un truc qui me titillait. Je viens de zoomer sur le R2D2, notamment la partie... alors, c'est la droite du robot, la gauche quand on le regarde, qui est presque sous la cape de Luke et entre les capes. Et que je sais pas, quand je le regarde, j'ai presque l'impression que la coupure, elle est trop nette. Et donc, je me demande si c'est pas s'il n'y a pas un photomontage ici et qu'en fait, c'est pas du tout... c'est pas du tout une scène qui existe, qui a été tournée, c'est plus R2 qui a été mis là pour rajouter au côté cool et classe de la photo. Et brouiller les pistes. Ben, il y a l'effet de lumière sur R2 un peu. Là. Ah, ça se rajoute, ça. Ça se rajoute. Ouais, effectivement, avec Photoshop. Là. Ça reste que, peu importe le montage ou quoi, c'est magnifique. Ah oui, ça, on mettra jamais en doute la photo. Le spectre de couleurs au grand complet, là. Ah oui, non, la photo est somptueuse. Du jaune, orange, bleu, mauve, vert, etc. Là, mais tu parlais effectivement puis de la forme que Luke va prendre. Moi, ce que ça m'a tout de suite rappelé dans ma tête, c'est la dernière réplique que Luke dit à Ben, à Kylo Ren, dans l'épisode 8. Il lui dit qu'il va revenir le hanter. Pour toujours. Ou à moins que peut-être je me mélange avec le livre aussi, avec la novélisation. Il faudrait que je revoie le film, là. Mais bref, Luke menace, pas juste menace, il annonce carrément à Kylo Ren qu'il va être sur son dos en permanence. Donc, il me semble que c'est dans le film, parce que je le vois dans le film, mais pareil, je me trompe peut-être. Ça fait penser à tous les... Je verrais pas ce que R2D2 viendrait faire là-dedans, là, c'est juste pour dire que moi, quand j'ai vu cette photo-là, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le Luke plus jeune, tu sais, version... Quand Kylo Ren fait brûler l'académie, on va dire. Donc, je me disais, ok, un des champs de bataille qu'on voit dans le film, je sais pas, une apparition justement de Luke aux côtés de R2D2, tu sais, que quand on va voir ça dans le film, il va être justement en spectre, là. Je sais pas, mais très content de revoir Luke dans cette forme-là. Et un peu comme celle tantôt du duel aussi, là, je trouve que c'est le genre de choses qui pourraient être agrandies, faire des affiches. C'est simplement magnifique. Oui, complètement. De toute façon, globalement, toutes les photos, tu sais, qui sont pas des photos de tournage, tu sais, où tu vois les techniciens ou le réalisateur, c'est
des photos somptueuses qui peuvent être complètement prises, agrandies et mis pour la promotion du film. C'est vraiment cool. Et sinon, la photo suivante dont on n'a pas encore parlé, c'est la photo avec John Williams aux commandes de son orchestre, commande de l'orchestre qu'il a pour faire la musique. Mais surtout, ce qui nous intéresse, en dehors du fait que John Williams est toujours là malgré son grand âge, c'est que au fond, on voit une scène de Carrie Fisher, donc de la princesse Leia. Et ça rejoint un des articles du Vanity Fair qui parlait des scènes de la princesse Leia et notamment avec sa fille Billie Lourd. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans Vanity Fair, ils nous annoncent que c'est des scènes qui avaient été tournées pour Force Awakens. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont pas pris de scène où on voyait Leia dans l'épisode 8. Donc c'est vraiment effacé cet épisode-là. Ils ont vraiment pris juste les scènes de l'épisode 7 a priori. C'est Billie Lourd, sa fille, qui, en fait, J.J. Abrams a voulu vraiment la protéger et au début éviter complètement de lui faire tourner des scènes avec sa mère. Et un jour, Billie Lourd en a eu marre. Et elle était voir J.J. Abrams, elle fait « Hey, je veux faire des scènes avec ma mère, je veux que mes enfants puissent voir ce genre de scène au cinéma de moi avec ma mère. » Et donc, c'est à ce moment-là que J.J. Abrams a décidé de faire effectivement des scènes entre Billie Lourd et Carrie Fisher. Ce qui a dû être un peu particulier, ce qui a été particulier au niveau du tournage, puisque Billie Lourd a eu beaucoup d'émotions, on va dire, pour ces scènes. Parce qu'à quelques moments, elle a demandé 1 ou 2 minutes de pause pour pouvoir évacuer ça. Donc, ça doit être assez particulier. Et ça a aussi forcé un processus assez intéressant, puisque dans l'article, il nous explique que pour ces scènes-là, ils ont dû faire une espèce de process de tournage inversé. C'est-à-dire qu'ils sont partis des scènes qu'ils avaient. Et autour, ils ont fait l'histoire, les angles de vue, le tournage, les costumes, etc. Donc ils sont partis déjà de quelque chose d'existant et ils ont brodé autour, alors que plus classiquement, surtout dans les superpositions, ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils storyboardent tout ce qu'ils veulent et après ils font le tournage. Là, ils ont vraiment fait l'inverse et ils ont vraiment fait super attention à faire en sorte que ça s'imbrique vraiment bien dans l'histoire et qu'ils prennent vraiment les scènes au niveau du tournage le mieux possible. Et donc je me dis que ça a été quand même on verra avec le résultat, on l'a vu seulement avec le trailer pour l'instant, mais j'imagine le tour de force colossal quand même quand tu te dis que c'est quand même des scènes qui ont été tournées il y a plusieurs années et là tu dois retravailler la lumière, les angles de caméra, les costumes, tout ça pour que ça soit cohérent et en plus l'histoire autour pour que ça soit cohérent avec ce que tu as comme prise, comme matériel de base, comme prise. Et je me dis, punaise, ça doit être super intéressant quand t'es réalisateur d'avoir la chance de pouvoir travailler comme ça sur une super production, quoi. Ça doit être challengeant. Ah, c'est ça. Puis il disait que, comme par hasard, tous les morceaux, c'est parce qu'il cherchait, JJ, comme dans l'article, il cherchait des scènes, comment il pourrait intégrer Carrie Fisher, etc. Et puis là, apparemment que tout est tombé là, comme du ciel, tout s'est imbriqué parfaitement. Ils ont vraiment fait, comme tu dis, un peu d'ingénierie inverse. C'était quoi qu'il y avait? Il a sorti ses notes, l'éclairage qu'il y avait pour telle scène, etc., pour reproduire exactement le même type d'éclairage, pour refaire la scène similaire avec Billie Lourd, etc., ou avec d'autres acteurs. Ouais, complètement. Sacré tour de force. En tout cas, on verra avec le résultat, mais je lui fais confiance et je pense qu'on va être très impressionnés. Parce que, tout simplement, en fait, il voulait pas refaire une Leia. En fait, toutes les images qu'on va voir de Carrie Fisher, donc de Leia, c'est des images non retouchées. Enfin, non retouchées autant que peuvent l'être des images de film. Mais en tout cas, c'est des images non retouchées dans le sens où il n'y a pas d'imagerie 3D dedans. Enfin, encore une fois, pas d'imagerie 3D sur le personnage. Parce que ils ont... alors, a priori, il y a eu un avis... Ils ont été assez refroidis par l'avis un peu mitigé qu'il y a eu, enfin, surtout assez pauvre, comme ils disent dans l'article, sur l'accueil qu'a fait le public à l'apparition de Leia dans Rogue One. À la toute fin de la scène, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film,
spoiler, mais à toute fin toute fin du film, on voit Leia, et en fait, c'est une Leia numérique. Et a priori, ça n'a pas été très bien accueilli par le public. Et donc, ils voulaient absolument éviter de tricher. Là. De tricher. Et donc, il dit, au lieu d'avoir des astuces d'effets spéciaux, on utilise des astuces d'édition. Donc, tout ce qu'on va voir dans le film, c'est juste du montage, des cuts, etc., qui font que ça s'embrique dans le film. Mm-hmm. Et il voulait vraiment se forcer à donner vie à la princesse Leia. Notamment, en fait, ils ont été assez contents de l'accueil qu'a eu le public au niveau du trailer, où tu vois Daisy Ridley et Leia qui se font un câlin. C'est une vraie scène qui avait été tournée avant, pour Force Awakens a priori, et qu'ils ont réussi à imbriquer là-dedans, et ils en sont assez contents. C'est une décision, je pense, qui a été beaucoup motivée par, comme tu dis, l'accueil, pas nécessairement si négatif, mais en tout cas mitigé du fait que c'est un personnage très important dans le cœur des fans, contrairement par exemple à Tarkin, et l'actrice en elle-même, au moment où ils ont fait Rogue One, elle n'était pas morte, là, mais le fait qu'elle est morte une semaine après la sortie du film, et que là ça reste quand même relativement récent, je pense qu'effectivement retourner avec du numérique aurait tout simplement été une erreur, puis que les gens l'avaient tellement de toute façon publiquement annoncé qu'il fallait surtout pas qu'elle ait dans du numérique. Dès que l'épisode 8 est sorti puis qu'on a constaté qu'elle était pas morte dans le 8, ben là les gens se disaient ça va être comment qu'ils vont faire pour le 9, et l'option du numérique a tellement été dès le départ là, comme exclue là, que je pense qu'ils se sont pas posé la question extrêmement longtemps là, du côté non, c'est clair. Mais c'est surtout que c'est ça, contrairement à un personnage comme Tarkin, ou par exemple quand on écoute les Marvel, où est-ce qu'ils rajeunissent les gens, etc. Ça reste que, tu sais, l'acteur de Tarkin, le nom m'en revient pas, là, rapidement, mais exact, tu sais, c'était pas non plus dans le cœur des amateurs, à la même place que Carrie Fisher, puis il y a le fait aussi que sa mort était pas récente, là, tu sais, c'était pas... Puis c'est pas un des personnages, c'est un personnage important, Tarkin, mais c'est pas un des personnages principaux. Et puis, la princesse Leia, c'est Carrie Fisher. Tu sais, c'est ce genre de personnage, de personnage fictif au cinéma, qui est, en fait, l'acteur et le personnage sont fusionnés. Tu t'imagines, ça sera très, 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 très mal, ou en tout cas, ça sera un défi colossal pour une actrice de venir faire la princesse Leia, sachant que la princesse Leia, c'est Carrie Fisher. Je fais attention à ce que je dis parce qu'on a dit la même chose de Harrison Ford et Han Solo, et au final, le film Solo a été quand même plutôt bien accueilli. Ouais, mais je pense que ce que tu dis, même si Carrie Fisher est une excellente actrice puis a fait de très bons films autres que Star Wars, ça reste que c'est Harrison Ford dans le cœur et dans l'imagerie collectif. C'est pas la même chose que Mark Hamill ou Carrie Fisher. Mark Hamill et Carrie Fisher sont associés à leur personnage à 200%. C'est une histoire d'amour, etc. Harrison Ford, écoute... Il y a eu plusieurs bons rôles. Il a réussi à s'extirper. Indiana Jones, que les gens l'associent beaucoup aussi. Puis, et puis tous les autres films qu'il a fait derrière. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. Ce qui fait que dans ce Mark Hamill... je pense que ça a mieux passé le retour d'un solo avec un autre acteur que ça aurait passé... Pour Luke, une autre Leia, tu sais, avec une autre actrice, ou un autre Luke. Mais d'ailleurs, si tu regardes quand des gens disent les spin-offs qu'ils veulent voir, j'ai jamais entendu quelqu'un, en tout cas, j'ai pas jamais vu quelqu'un écrire ou dire qu'il voulait un spin-off sur la princesse Leia. Mais il y avait des rumeurs, à un moment donné. Ça commence à circuler. Mais d'une princesse beaucoup plus jeune, comme... version Alderaan. Ouais. Puis il y a le nom de l'actrice de Stranger Things qui a circulé beaucoup. Ouais, Millie Bobby Brown. Parce que, c'est ça, elle aimerait ça le faire. Il faut avouer que quand tu regardes des photos de 1977, là, et avant de Carrie Fisher, il faut avouer qu'elle y ressemble beaucoup. Et je pense que ce qui a moussé cet intérêt-là, c'est le livre Leia, Princess of Alderaan. Que là, les gens qui ont lu ça ont vu qu'il y aurait quand même du contenu intéressant à avoir là, sur... la Leia pré-épisode 4.
Mais bon, évidemment, je sais que c'est pas quelque chose qui a circulé autant que, mettons, Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi, etc. Donc, on peut dire aussi que John Williams a déjà, on le voit sur la photo, mais il a déjà enregistré beaucoup de musique à ce jour. Donc, il avance bien dans la production musicale du film. De toute façon, je pense que c'est une machine, John Williams. Ouais. C'est, il est rodé comme du papier à musique, en fait. C'est une machine, ça. Il est habitué à faire ça, donc... Donc, on va terminer avec les couvertures du Vanity Fair. En fait, on voit tout simplement ces deux couvertures que vous pouvez assembler une à côté de l'autre. Donc, il y a le même arrière-plan. Et on voit sur une des couvertures vraiment un focus sur Kylo Ren. Et sur l'autre, on voit sur Rey. Sur Twitter... une des journalistes de Vanity Fair, Joanna Robinson, qui a dit quelque chose par rapport à la couverture, et on va en discuter en même temps que vous la voyez. Elle dit, il y a d'ailleurs un petit indice de bien dissimulé derrière les couvertures similaires de Rey et Kylo, et je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui vont le découvrir avant que The Rise of Skywalker ouvre au cinéma. Donc, messieurs, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Ben, c'est l'éclairage. C'est un indice, quelque chose. Je pense que c'est ça. Je pense que la théorie qu'en fait c'est un moment où ils se font face tous les deux. Me semble relativement crédible quand tu regardes l'éclairage sur les deux personnages. Il y en a beaucoup. C'est vraiment. C'est vraiment là, un et c'est symétrique là. Donc c'est vraiment comme si les deux personnages se faisaient face, mais comme tu dis, ça a été monté là, avec un décor autre à l'arrière. Moi, c'est ça. C'est un montage photo. Quand on disait plutôt est-ce que Vanity Fair faisait des montages, oui. Mais c'est même encore plus que juste l'éclairage. Si tu regardes le vent dans les capes, qui est complètement symétrique aussi. Donc c'est sûr. Enfin ça serait très étonnant que ça soit pas une séquence où ils se font pas face. Pour ce qui est de Kylo Ren, t'as les cheveux et le vent va vers la gauche et l'éclairage est sur pas à sa gauche, à sa droite, et son éclairage est sur sa joue gauche. Et Rey, c'est complètement l'inverse. C'est le vent va vers sa gauche et l'éclairage est sur son visage gauche. Mais je pense pas que ça soit ça. Non. Parce que c'est pas assez bien caché. Enfin, c'est pas... Il y en a beaucoup. Moi, j'étais plus en train de réfléchir. Il y a deux trucs il y a deux choses qui m'interpellent. Je vais le dire comme ça. La première, et c'est très naïf de ma part, c'est que la tête de Rey, elle est juste sur le Y de Vanity, pendant que la tête de Kylo est sur le YF. Est-ce qu'il y a un aspect par rapport aux lettres de Vanity Fair et de... Je n'ai pas encore trouvé, là c'est juste... Je donne des idées de ce qui me titille. Et la deuxième chose, moi, qui me parle le plus et qui serait plus, je trouve, intéressant, c'est que derrière Kylo Ren, tu as beaucoup de nuages, alors que derrière Rey, tu as le soleil qui apparaît. Donc, tu aurais Rey qui incarnerait le côté lumineux, qui apporterait la lumière, parce que tu as l'impression que la lumière est en train de chasser les nuages, pendant que Kylo Ren, lui, sombre plutôt, mais avec quand même quelques éclaircies, parce que si tu regardes les nuages derrière, tu as quand même quelques légères éclaircies. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, moi, en tout cas, c'est ça qui me plaisait, c'est ce côté nuageux qui me donne cette impression de lumière, avec Rey en plus qui est habillé en blanc, et on sait que dans les épisodes 4, 5, 6, la couleur de la tenue de Luke avait une importance par rapport à son rapprochement vers le côté obscur ou non. Donc avec une Rey qui est très blanche, très côté lumineux, pour sa tenue je parle, avec le soleil derrière, contre un Kylo Ren toujours noir dans sa tenue, avec tout cet esprit sombre derrière, ce esprit nuageux derrière. Je mettrais une petite piécette là-dessus. Moi, qu'est-ce que je vois?
c'est un peu qu'est-ce que tu viens de dire par rapport à l'éclairage, la lumière derrière, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est lever de soleil pour Rey et coucher de soleil pour Kylo Ren, comme le lever, le rise, sunrise, puis le sunset, donc le côté obscur s'éteint pour laisser la place au côté clair, où Rey et le nouveau Skywalker et Kylo Ren, c'est la fin, il sera plus là, ou quelque chose de ce genre-là. Là. C'est comme le jour se lève ou la nuit tombe pour laisser place au jour, ou quelque chose comme ça. Là. Mm-hmm. Ben, c'est vrai qu'on le voit aux couleurs dans le ciel, que c'est là en fait que c'est le plus visible, que la colorimétrie est différente pour les deux couvertures. Puis que, comme tu dis, au niveau ciel et nuages, on dirait un coucher de soleil d'un côté et de l'autre un lever de soleil, alors que c'est la même photo. C'est une photo continue. Là. Clairement que les nuages, c'est les mêmes nuages. Là. Mais c'est peut-être effectivement que c'est ça l'indice. C'est vrai que le vent dans les cheveux puis dans la cape du côté de Kylo Ren pousse le côté de Rey vers celui de Kylo. Un affrontement, là, face à face, dans le fond. Mm. Mais tu sais, pousse, mettons, le côté lumineux vers Kylo Ren. Donc, est-ce que l'indice, c'est que Kylo, justement, va finir par abandonner le côté obscur? Je sais pas. Il va faire comme son père, son grand-père. Ouais, ben ouais. Comme il disait, va finir ce que t'as commencé. Non? Mm-hmm. Intéressant. Donc, regarde, on va terminer l'émission là-dessus. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Si vous avez des commentaires... chers auditeurs, laissez-les sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre chaîne YouTube. On va essayer d'y répondre dès que possible. Vous pouvez toujours nous rejoindre par email à studio@starwars.direct ou directement sur notre site web. N'oubliez pas aussi qu'on a un compte Instagram aussi qu'on poste surtout des trucs d'arrière-scène de Star Wars en direct. Nos prochaines émissions, on va aller, comme j'ai dit au début de l'émission, on va être au Festival Geek Culture de la Naudière samedi 1er juin de 16h à 16h50. Donc, on a 50 minutes pour parler d'un beau petit sujet. Et on va vous aussi, comme Francis a mentionné un peu plus tôt, on a une petite nouvelle à vous annoncer aussi. Un nouveau projet pour Star Wars en direct qui va être annoncé à Geek Culture aussi. Comme j'ai dit auparavant, si vous voulez faire partie de l'équipe et que vous habitez en Amérique du Nord, allez sur starwars.direct/recrutement et remplissez le formulaire. Si vous nous écoutez de façon traditionnelle, vous pouvez aussi nous rajouter à votre téléphone intelligent avec iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Bien entendu, merci beaucoup à tous nos partenaires qui partagent nos parutions d'épisodes. Mint Inbox, Star Wars HoloNet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Julien, Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.